Non, je recommence à recorder là. On va fermer ça. OK, je fais mon 2 secondes puis on passe ça. Bonjour à tous, vous écoutez la balado légendaire. Ici Maxime Tremblay, l'animateur de cette émission. Et ce soir, avec moi, j'ai l'occasion, enfin, d'avoir plusieurs collaborateurs. Et hey, ça fait vraiment plusieurs semaines qu'on n'a pas eu d'émission. Premier que je vais vous présenter, puis il va pouvoir vous le confirmer, c'est Anthony Gravel. Salut Anto. Ben oui, salut. C'est Salut. vrai que ça fait vraiment... ça fait quoi, 3 semaines maintenant là, qu'on a pas eu de balado? Ça fait un petit bout de temps. Si on compte avec cette semaine, ça serait la 3e semaine, effectivement. Mais bon, il y a une semaine qu'on pouvait pas. Et l'autre semaine, je dois dire que j'avais vraiment, vraiment le goût d'écouter les débats des chefs à la télévision. Puis, il faut dire que on est dans une grosse période électorale. Pour moi, c'est la première fois que je la vis aussi intensément depuis plusieurs années. Donc, je trouvais ça quand même important de bien suivre l'actualité de ce côté-là. Donc, c'est pour ça qu'on a pris une 2e semaine de pause. Mais on est de retour en force cette semaine. Et avec nous, Anthony, ce soir, on vit un autre retour. C'est le retour de Mathieu April. Salut, Matt. Salut! Ça va bien de Ouais. ton côté? Oui, ça va super bien. Ça fait un moment que je suis pas venu, depuis le mois de juin, je pense, mais je suis de retour. Ça fait quand même un grand moment, effectivement. Puis, on va revenir un petit peu sur ce que tu as fait dans les dernières semaines. Mais avant, je veux vous présenter un nouveau collaborateur. Il est co-animateur de l'émission L'Erreur 400 Cast, mais ce soir, il a décidé de venir participer avec nous puis nous parler d'un jeu qui a fait la critique sur éplélégendaire.com. C'est Nicolas Verre. Comment est-ce que je dois dire ton nom de famille, Nicolas? T'es pas le premier, je pense que tous les professeurs, depuis que je suis en maternelle, se posent la question comment est-ce prononcer mon nom de famille. Ouais. On le prononce à l'anglaise, donc c'est Verge. C'est Verge. OK, ben en fait, c'est que c'est ce que j'entendais dans votre émission. Mais là, j'ai comme eu un moment d'hésitation. Fait que j'aimais autant te le demander tant que ça, pour être sûr de le Oh, dire ouais, c'est correctement. parfait. Bon, c'est parfait. Dans le fond, avant qu'on commence puis qu'on y aille avec les nouvelles, je veux faire un petit retour sur les 2 dernières semaines, sur vos semaines de jeu. Justement, Nicolas, toi, dernièrement, je sais pas à quoi tu avais eu l'occasion de jouer, à part Papayo, qui est le jeu que tu vas nous parler ce soir. Mhm. J'ai joué à 100 000 affaires. Je saute de plusieurs choses. C'est sûr que je me suis acheté un PC depuis, en fait, pendant le printemps, là. Donc, tout ce qui est Battlefield 3, je joue beaucoup les jeux en ligne, là, les shooters. Puis je parle beaucoup des free-to-play aussi. J'ai joué beaucoup à Tribes Ascend, à Blacklight Retribution. Là, je viens d'installer Team Fortress 2 pour essayer le nouveau mode que Valve a mis en ligne gratuitement. Là. C'est Man vs. Machine. Oui, c'est vrai. Puis, hey, sais-tu, tu me fais penser, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à Team Fortress 2. Ouais. Moi, j'avais joué sur Xbox, puis tu vois, c'est un jeu qui est encore actuel, je pense, 7 ans après qu'il soit sorti. Sinon, j'ai passé beaucoup d'heures sur Witcher 2, qui est un jeu absolument extraordinaire, qui est bien que la première ou la deuxième heure soit vraiment difficile. Il faut comprendre les mécaniques, mais une fois lancé, c'est vraiment un jeu fantastique. L'histoire est vraiment bien écrite, puis les personnages sont intéressants. Là. Fait que c'est à peu près ça. Ah, ben, c'est cool, je te remercie. Anto, toi, de ton côté, dans les 2 dernières semaines, on ne s'est pas parlé beaucoup, tu as essayé plusieurs jeux. Je ne sais pas qu'est-ce qui a retenu ton attention le plus, à part, évidemment, Sleeping Dogs, que tu vas nous parler tantôt, mais à quoi tu as touché d'autre? Moi, j'ai touché à Kingdom Hearts 3D sur 3DS, Oui. que j'ai vraiment beaucoup aimé. Malheureusement, j'ai un peu comme débarqué du jeu, comme je voulais faire absolument la critique de Sleeping Dogs. Mais je prévois revenir bientôt dessus. Mais il y a encore un autre jeu qui prend encore plus de mon temps depuis vendredi soir, puis c'est Guild Wars 2, auquel je joue vraiment beaucoup depuis la sortie, puis auquel j'ai l'intention de faire une bonne petite critique dans les prochaines semaines. C'est vrai, il y avait une série, pas une série, pardon, une sortie en avance pour ceux qui avaient fait la précommande du jeu, si je me trompe pas, hein? Oui, exactement. On avait 3 jours d'avance, même. Je crois que c'est sorti finalement à minuit exactement. Vendredi, ça devait être 3 heures du matin, mais ils ont décidé de faire ça 3 heures plus tôt pour les gens dans l'Est. Alors, c'est vraiment cool. Ah, cool, excellent. Mathieu, toi, de ton côté, j'ai l'impression que tu vas avoir beaucoup de choses à nous jaser parce que ça fait quand même vraiment longtemps que tu n'as pas été là, mais je pense que c'est parce que tu travaillais beaucoup aussi. Oui, je travaillais beaucoup, je visitais, puis aussi, j'ai eu des changements de chiffres qui ont fait que j'ai pas pu être là. Ah, OK, ouais. Mais cet été, je jouais à beaucoup de jeux, je me suis utilisé, j'ai été sur le Summer Steam, là, la vente d'été de Les Steam. Steam Sales, ouais. Ouais. Ouais, fait que j'en ai profité avec ça.
Puis j'ai joué à beaucoup de petits jeux indépendants. J'ai acheté beaucoup de bundles indie. J'ai joué à des jeux comme Beat Trip Runner, Super Meat Boy, Psychonauts, plein de petits jeux comme ça. Puis aussi, j'ai utilisé Club Gamer pour pouvoir échanger un jeu. Ouais, j'ai joué à Dante's Inferno. Oui, c'est vrai. Attends un petit peu. Ah non, j'allais dire, c'est-tu avec moi qu'on l'a échangé, mais non, moi, mon Dante, je l'ai conservé. Mais c'est avec Nico que j'ai fait un échange, par exemple. Ouais, c'est vrai, on a fait ça. Sur Club Gamer. C'est Catherine que je t'avais envoyé, je pense. Ouais. T'as-tu eu l'occasion de jouer? Oui, pas mal. J'essaie de jouer comme ma blonde n'est pas là pour pas avoir à faire des choix un peu malaisants. Là. Mais non, c'est un jeu vraiment intéressant. Assez difficile aussi dans ses très arcade, le gameplay, mais l'histoire est intéressante. J'ai hâte de voir comment ça va se développer. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, c'est l'histoire, toute la partie de l'histoire puis des choix moraux à faire, je les trouve super intéressants. Mais la partie puzzle, vraiment la partie gameplay, je l'ai pas aimé pantoute. Ouais, ben, je me trouve, je suis toujours stressé dans ces parties-là parce que justement, c'est assez difficile. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que, tu sais, dans le fond, c'est comme la carotte au bout du bâton, c'est vraiment les moments où tu te trouves dans le bar, puis que tu parles avec tes amis, puis tu veux vraiment comme, tu veux parler vraiment à tout le monde pour savoir ce qu'ils ont à dire, puis essayer de développer un peu l'histoire. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Donc, sinon, je vais revenir à Mathieu. Mathieu, je t'ai un petit peu coupé, mais récemment, toi, tu as joué à Darksiders 2 que tu as publié la critique cette semaine. Puis, tu vas nous en parler un petit peu tantôt aussi. Oui, c'est pas mal le jeu qui a pris mes 2 dernières semaines. Ouais, ben j'avoue, au nombre d'heures que je t'ai vu mettre dans le jeu, je pense que c'est pas mal normal, mais je vais te couper avant que tu en parles un petit peu plus parce que je veux vraiment que tu nous fasses une chronique plus complète tantôt. Merci, messieurs, pour l'intro, et c'est le moment où est-ce qu'on va passer aux nouvelles du royaume. Première nouvelle, cette fois, en fait, juste parenthèse comme ça, les nouvelles, je pense qu'on va passer quand même assez rapidement. On n'en a pas beaucoup, mais on a vraiment une grosse soirée au niveau chronique, donc je vous invite à rester là. Mais côté des nouvelles, celle-là, c'est parce que c'était vraiment, vraiment incontournable. On parle de Samsung qui doit payer 1,05 milliard de dollars à Apple pour avoir été reconnu coupable d'avoir copié les concepts de iOS. Aviez-vous des commentaires? Oui, vous pouvez acheter épée légendaire pour un peu moins de 100 000 t'as peu. Non, ça c'est un inside. En gros, c'est que sur Facebook et Twitter, j'ai écrit tout de suite quand j'ai eu la nouvelle, cher Apple, si vous avez l'intention d'acheter épée légendaire avec le 1,05 milliard de dollars que vous venez d'avoir de Samsung, je suis ouvert à la discussion. Non, c'est ça. J'ai trouvé que c'était une amende qui était quand même, à la limite, bien rendue, mais vraiment, vraiment très, très salée. En fait, c'est du jamais vu du plus longtemps que je me rappelle. Même les grosses amendes que Microsoft avait eues à l'Union européenne concernant l'inclusion de Windows Media Player et Internet Explorer avaient frôlé le milliard, mais on parlait de 800 quelques millions. C'est que c'était même pas autant encore, là. Mais on se rappelle que c'était une bataille qui tenait vraiment à cœur Steve Jobs, qui disait même qu'il voulait aller à tout prix jusqu'au bout là-dedans dans les procédures, qu'il était prêt à mettre tout son argent pour prouver vraiment que Samsung, c'était juste une bande de copieurs. Même Google, je pense, plus que Samsung. Mais bon, là, ça a été avec Samsung. Puis, écoute, je pense que ça va faire quand même très mal à la compagnie. Ouais, c'est quoi qui faisait le litige, en fait, dans cette histoire-là? Je sais que c'était une histoire de copie. Mais c'est-tu vraiment comme par rapport à la question logicielle ou c'est plus le téléphone en soi, le matériel qui a été utilisé? C'est vraiment on parle vraiment du design, tant de l'appareil que le software, ça touchait vraiment les deux côtés. C'est vraiment au niveau du design. On parle beaucoup du fait que l'appareil utilisait le même système, la même façon de placer 4 lignes d'icônes, de 4 icônes, avec les 4 du bas qu'on pouvait piner là d'une certaine manière, puis que le look visuel était exactement le même. Moi, ce qui m'a fait gratter ma tête un peu, c'est que ce design-là n'est pas inventé par Samsung, il est inventé par Google. Mais comme il se retrouvait dans les appareils de Samsung, c'est eux qui ont été poursuivis par Apple. Donc, j'ai trouvé ça un peu spécial. La liste de produits qui sont incriminés est assez longue. On parle du Galaxy S 4G, le Galaxy S2, le Galaxy Tab, le Gem, l'Angel, l'Infus 4G, le Mesmery, le Nexus S 4G, le Replenish and Vibrant, le Continuum, le Droid Charge, l'Exhibit 4G, le Galaxy X,
Prevail, le Galaxy Tab, Wi-Fi, et voilà. Bref, une chance qu'ils ont beaucoup de téléphones différents. Oui, effectivement. Puis, juste en fermeture, les deux petits commentaires de les deux firmes. Samsung, dans son commentaire après le verdict, trouve malheureux que la justice peut être contournée et donner donc le monopole du design du rectangle à Apple. Et puis, Apple est heureux, évidemment, du déroulement de la situation et que le message soit lancé haut et fort que voler, c'est pas bien. Ben c'est intéressant parce que c'est un précédent quand même, un jugement de la sorte. C'est comme un peu du jamais vu dans cette industrie-là aussi. En tout cas, il faudra voir ce que ça donne aussi. Ça donne un peu le monopole à Apple sur bien des affaires. Il faudra voir ce que la compétition fait. Effectivement. Puis, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va aller, si ça va vraiment se régler avec un chèque ou si ça va y aller avec des royalties sur les produits, ce qui pourrait être possible aussi. Mais bon. Donc, celle-là, je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté. Prochaine nouvelle, Randolph, pub ludique. Ça, c'est une nouvelle de Mathieu. C'est toi qui nous as apporté ça? Oui, c'est moi, parce que c'est un petit pub qui est ouvert à Montréal, le Randolph Pub Ludique, et j'y étais vendredi. Alors, je me suis dit que je voudrais y glisser un mot, parce que c'est vraiment une belle place. Ça a été créé par 4 personnes à Montréal, puis c'est un pub de jeux de société. Ah, cool. Ils ont plus que 1000 jeux de société que tu peux... Finalement, tu payes 5$ pour rentrer. Et les mondes là-bas, ils peuvent t'expliquer les règles, te dire comment jouer, ou même te jumeler à du monde si jamais t'es pas assez de personnes pour jouer, ou si tu veux y aller tout seul, par exemple. C'est ouvert depuis le 27 juillet passé. Et pour le moment, ils ont juste un étage, mais ils travaillent fort à ouvrir un deuxième étage déjà pour doubler l'espace d'ici un mois. Ils n'ont pour le moment pas de permis d'alcool. Ils disent que ça fait longtemps qu'ils l'ont demandé, mais que ça prend du temps à être délivré. Puis ils disent que d'ici 1 ou 2 mois, ça devrait être livré. Mais pour le moment, ils offrent de la liqueur puis des affaires comme ça. Puis même que c'est un des propriétaires, que moi et mes amis, qui nous a expliqué le jeu, qu'il était là tout le temps quand on lui demandait pour des petits twists dans les règles ou des affaires de même. Fait qu'on trouvait ça vraiment intéressant. OK. Puis j'ai une petite question rapide pour toi. L'ambiance sur place, ça se présentait comment? Est-ce que tu peux arriver dans une partie que tu connais pas les autres joueurs, puis t'inviter, puis les autres vont t'expliquer? Est-ce que c'est super friendly ou c'est quand même assez fermé d'une partie à l'autre? Ah, c'est très friendly. C'est sûr que dans le milieu d'une partie, tu pourrais peut-être pas arriver. Non, c'est clair. Tu peux arriver tout seul, puis le monde il était super sympathique. On a fini un jeu, les autres à côté ils voulaient jouer avec, on leur a donné, puis on leur a un petit peu dit hey, c'était vraiment le fun ce jeu-là, telle affaire c'est vraiment cool. Fait que c'est vraiment une belle place, l'ambiance était belle, puis le staff là-bas était super sympathique, j'ai vraiment aimé. Il n'y avait pas encore de place comme ça à Montréal pour justement des jeux de société parce que ça devient de plus en plus populaire. Ben, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ici, il y a une boutique locale qui le font, mais c'est pas un pub, là. Dans le fond, c'est une boutique de collectionneurs où ils s'organisent des tournois de jeux de société comme ça, mais c'est à très, très plus petite échelle, là. C'est évident. Puis, en fermeture peut-être de cette nouvelle-là, il y a un tournoi qui s'organise de Seven Wonders prochainement? Non, en fait, c'était jeudi cette semaine. Excuse-moi, c'est moi qui ai mal lu la nouvelle. Je regardais les images sur leur Facebook pendant qu'on se parlait, justement. Ils ont mis des images de ce tournoi-là. Oui, il paraît que c'était vraiment un beau tournoi, puis que le niveau était pas nécessairement super élevé pour les games avant la finale. Fait que même des amateurs, ils pourraient y aller. Puis ils ont dit qu'elle organisait des tournois comme ça assez souvent. Fait que ça a vraiment une belle place. Ah, c'est Normand D'Amour que je reconnais au travers des jeux de société. Oui, c'est un des 4 propriétaires qui a parti ça. Il dit que c'est un super gros amateur de jeux de société, qu'il y en a plus que 400 chez eux. Puis les 1000 jeux qu'ils ont, c'est les 4 personnes qui ont mis leur collection personnelle ensemble au début pour remplir finalement l'espace avec les jeux. Wow! Ouais, c'est super. Sais-tu, je vais à Montréal justement prochainement, donc je vais peut-être regarder, savoir si j'aurais pas la possibilité de passer, au moins juste pour jeter un œil sur le pub. Donc, je te remercie beaucoup, Mathieu, de l'information. C'est très, très intéressant. Ça fait plaisir. Donc, c'est déjà tout ce qu'on avait pour les nouvelles pour cette semaine. Et si tu permets, j'aimerais juste rajouter un petit quelque chose. Vraiment, quelque chose que je viens de lire il y a pas très longtemps, c'est que Surpod Studio, le jeu qu'on avait parlé il y a quelques semaines, le jeu Castle Story, finalement, c'était la fin du Kickstarter du jeu Castle Story qui a terminé à environ 10 heures.
Puis, ils ont réussi à accumuler un total de 702 516 $. Wow. Alors, vraiment surpasser leur objectif de 80 000. Puis, on les félicite comme c'est un petit studio qui se situe à Montréal. Vraiment, on a de quoi être fiers. Là. Oui, ils ont fait aussi quelques vidéos. Je vais essayer de vous trouver le lien là, pour le YouTube. Mais ils font des vidéos en animation comme si le dessinateur les dessinait comme en direct. Puis il y a une narration derrière ça. C'est vraiment très drôle. Puis pour annoncer qu'il leur restait quelques heures, ils ont fait une vidéo disant que tous les backers recevraient comme un reward spécial. Puis dans le fond, c'était des câlins. Fait qu'ils vont offrir des câlins à tout le monde qu'ils ont backé. Non, mais les gars qui sont de ce studio-là ont l'air vraiment, vraiment sympathiques. Puis ils ont donné d'ailleurs une entrevue récemment à Sébastien Boujard de Fun Jouer Jeu dans un des podcasts. Ça dure environ 1h10 si vous désirez l'écouter. C'est super intéressant. Ça donne vraiment l'approche de ces gars-là sur le jeu vidéo. Comment est-ce qu'ils ont approché ça? Qu'est-ce qui les a amenés aussi à travailler dans le jeu vidéo? Il y a un des deux créateurs, notamment, qui parlait de sa passion pour les Lego. Pour de vrai, c'est ce qui l'a mené vers la création de jeux vidéo. Donc, on voit des fois, on part de loin, puis finalement, on se ramasse dans le jeu vidéo. En tout cas, c'est une entrevue vraiment intéressante. Donc, peut-être aller faire un petit tour du côté de Fun Jouer Jeu sur funjouerjeu avec un x.ca. Non, c'est pas un .com, je le sais, là, mais... Donc, c'est ça. Donc, c'est beau. Merci, Anthony. T'as pas rien à rajouter maintenant? Anto? Je pense qu'on a perdu Anthony. Je sais pas, moi aussi, ça space out aussi tout à l'heure. Je vous ai perdu quelques secondes. Ah, OK. Donc, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, comme c'est moi qui parlais, ça va avoir enregistré correctement de toute façon. Donc, c'est correct. On passe tout de suite au bloc chronique avec la première critique de ce soir. C'est Sleeping Dogs par Anthony Gravel. Anthony, Sleeping Dogs, t'as aimé ça? Ah ouais, j'ai vraiment adoré ça. Moi, j'y ai joué sur PC sur Steam. Mm-hmm. Puis, il faut dire que c'est aussi disponible sur Xbox 360 et sur PlayStation 3. Alors, d'où est-ce qu'il vient, ce petit jeu-là? Bien, Sleeping Dogs, à l'origine, c'était True Crime Hong Kong. Et oui, ce qui devait être à l'origine, il devait en fait poursuivre la série True Crime, dont le dernier jeu était sorti en 2005 sur la génération de consoles précédente. Malheureusement, la série appartenait à Activision, puis on connaît leurs problèmes financiers qui ont actuellement Activision Blizzard. Alors, en 2011, ils ont décidé d'abandonner le projet, puis le projet qui était développé par United Fronts a finalement été ramassé par Square Enix. Square Enix ont accepté de continuer le projet, puis évidemment de mettre un peu plus d'argent pour qu'ils réussissent à terminer le jeu. Donc, ce qui explique le fait que Sleeping Dogs a finalement changé de nom, c'est que Square Enix voulait évidemment pas payer un surplus pour avoir le nom True Crime, trouvait que ça valait pas vraiment la peine. Ça fait déjà 7 ans le dernier titre, donc eux ils ont dit non, écoute, oublie ça, on repart à 9. De toute façon, le gameplay est complètement différent. Alors ils sont arrivés avec un jeu d'action et d'aventure dans un monde ouvert et qui s'appelle Sleeping Dogs. Ah, OK. Dans le fond, puis tout ça pour dire que c'est Square Enix qui a sauvé le projet aussi. Exactement, c'est Square Enix qui ont sauvé le projet puis qui ont continué à mettre un peu plus d'argent dans le studio United Front Games. Excellent. C'est vraiment fin de leur part. Bon, pour ce qui est de l'histoire, on se transporte en plein milieu de Hong Kong, là où les triades semblent avoir vraiment le contrôle complet sur la ville. Les triades, c'est un peu des gangs de rue en Asie. On s'infiltre donc dans les triades grâce au personnage principal qui s'appelle Wei Shen. Ce dernier, c'est un jeune policier originaire de la région, mais il avait quitté la région pour se joindre quelques années au peuple américain. Puis on découvre que la raison pour laquelle il avait quitté le peuple américain, qu'il avait quitté son peuple natif, c'est à cause de sa sœur. Sa sœur, elle était fortement enlisée dans l'enfer de la drogue, puis tout ce qui vient avec, on s'entend, tous les problèmes que ça vient, le fait d'être accro aux drogues. Malheureusement, le changement de décor vers les États-Unis a vraiment pas suffi, puis elle est éventuellement décédée d'une overdose. Donc, pour en revenir un peu avec ce qui se passe avec Wei Shen, bien à son retour, il se lie vraiment vite d'amitié avec plusieurs membres de gangs de rue. Certains étaient d'ailleurs des amis d'enfance du policier.
Le tout, c'est dans le but. Lui, son but, c'est vraiment d'éliminer le cartel de la drogue. Donc, il travaille avec les policiers pour aider à éliminer le cartel de la drogue qui avait auparavant coincé sa sœur dans toute la merde qui vient avec la drogue. Donc, si les intentions du jeune policier étaient vraiment très humbles au départ, ça devient super difficile une fois sur le terrain. Wei Shen prend son rôle vraiment, vraiment très au sérieux. Puis, il y a une dualité qui se forme dans sa tête. On a plusieurs séquences dans le jeu où on voit qu'il dort vraiment, vraiment mal. Sa double vie le hante. Puis finalement, à travers l'histoire, on va se demander est-ce que Wei va réussir à mettre fin au chaos qui règne ou s'il va lui-même s'enliser dans l'enfer des triades. OK. Ça fait un peu le tour de la prémisse de l'histoire. Ça ressemble vraiment à ça. C'est une histoire qui a l'air quand même assez chargée. Pareil, au final, est-ce que ça va impacter négativement le jeu? Moi, je trouve pas. Je trouve que l'histoire, ça a amené quelque chose de... Moi, j'aime un jeu qui a vraiment une grosse histoire, quelque chose de profond. Moi, tu sais, toi, tu vas parler, mettons, de Super Mario Bros., mais moi, j'aime ça, ces jeux-là, mais j'ai besoin d'une histoire aussi qui va me faire vivre de quoi, qui va m'amener des émotions. Qu'est-ce que t'as contre l'histoire de Mario, toi, là? Ah, je sais pas. Ouais, c'est vrai, vraiment romantique. Puis, mais bon, ça pour dire que moi, j'ai vraiment besoin d'une grosse histoire, puis c'est ça qui va me faire embarquer dans un jeu, puis c'est vraiment ça qui m'a aidé à faire les 17 heures de jeu d'un trait, là, quasiment en 2-3 jours. Je suis content de t'entendre sur l'histoire, justement. J'ai l'impression que peut-être je l'avais pas senti comme ça dans ta critique, mais de comprendre qu'il y a vraiment comme quelque chose de plus... c'est pas juste un bon cop, bad cop. Là, il y a vraiment quelque chose de psychologique qui se passe dans la tête du personnage principal. C'est intéressant. Oh oui, écoute, le gars, il dort pas bien, il est vraiment troublé par l'histoire, par le fait d'être un bon ou un méchant, puis en tout cas, c'est vraiment beaucoup de problèmes. Puis comme il se fait des amis dans la gang dans la gang des triades, ben là, ça devient un peu difficile pour lui. Il y a un gars qui est particulièrement proche d'eux, qui à un moment donné, il est coincé entre le dénoncer ou le laisser en paix. Fait que est-ce que c'est un choix que tu as? C'est un choix comme moral qui te laisse à toi de décider? Ou... Non, malheureusement, il n'y a vraiment aucun choix que tu décides toi-même. Il n'y a vraiment aucun choix de ce côté-là. C'est vraiment comme Grand Theft Auto. Là. À part, justement, dans Grand Theft Auto 4, il y avait des choix où tu pouvais choisir justement entre un personnage... Playboy X ou je sais pas quel autre qu'il fallait sauver. Là. Ouais, t'as raison, mais dans celui-là, c'est pas comme ça. C'est vraiment, t'as quand même une ligne directrice. Parfait. Donc, bon, la première chose qui m'a vraiment frappé, c'est justement, on parle de Grand Theft Auto, c'est à quel point le jeu ressemble à Grand Theft Auto. C'est vraiment difficile de pas faire les rapprochements entre les deux. L'interface est pareille, qu'on parle de la minimap ou du fait que c'est dans un monde ouvert, tout est pareil. On peut voler des autos, buter des gens, on peut vraiment faire tout ce qu'on fait déjà dans Grand Theft Auto. On aurait pu vraiment l'appeler même Grand Theft Auto Hong Kong, puis personne n'aurait été vraiment surpris. Là. Personne n'aurait rien dit. À part que le fait que c'est Square Enix au lieu d'être Rockstar, là, mais bon. Détail. Donc, on peut aimer ça ou pas, mais on peut les traiter de copieurs, je suis quand même d'accord, mais ça n'empêche pas que c'est vraiment une sauce parfaite pour ce genre de jeu. Même que du côté graphique, c'est vraiment pareil. C'est pas une grosse innovation de ce côté-là. Moi, je dirais que vraiment la grosse différence, c'est le fait que c'est plus dans une culture asiatique et non dans une autre ville américaine comme on est habitué de voir avec les Grand Theft Auto. Et ça va m'amener à te demander aussi, il y a non seulement évidemment le cadre du jeu qui est vraiment différent à cause de la culture, mais aussi ce qu'on entend beaucoup parler, puis ce que j'ai senti dans ta critique, c'est au niveau du système de combat qui a été développé en partenariat avec Georges Saint-Pierre, non le moindre. oui, exact. Mais tu sais, on s'était dit, c'est dans un monde asiatique, peut-être qu'ils font faire appel à plus des champions d'arts martiaux asiatiques, mais non, ils sont retournés vers Georges Saint-Pierre. Puis d'ailleurs, ce qui a été vraiment cool, c'est qu'on a vu, dans une des entrevues qui faisait la promotion du jeu, on a vu vraiment à quoi Georges Saint-Pierre a servi. On voit une séquence parce que les développeurs sont en train de montrer des différentes méthodes de combat qu'ils veulent implémenter dans le jeu.
Puis une d'entre elles, c'est comme une espèce de coup de pied qui se donne en sautant dans les airs. Puis malheureusement, pour une raison que les développeurs comprenaient pas, le coup de pied, il avait l'air fake, il avait l'air complètement, excusez l'anglicisme, là, mais il avait l'air fake. Donc, il essayait de comprendre pourquoi. Fait que là, Georges Saint-Pierre, ben lui, il est allé s'asseoir à l'ordinateur, il a commencé à regarder ça. Puis après quelques minutes, il a dit, ah, mais regarde, moi, je comprends qu'est-ce qui marche pas. C'est parce que le coup de pied, il se donne, c'est la même jambe qui se propulse dans les airs qui donne le coup de pied. Donc, ce qui n'est pas vraiment logique en principe dans le combat, Ouais. la jambe qui propulse, c'est pas la même qui donne le coup de pied. Donc, c'est pour ça que le mouvement elle avait l'air complètement faux. Et puis là, quand Georges Saint-Pierre a vu ça, ben là, il a dit, ah, mais regardez, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est pour ça. Puis là, une fois que le tir a été ajusté, ben, tout a été eu l'air super réel. Puis, Excuse-moi, j'ai une parenthèse, Ouais. c'est vraiment idiot, là. Mais j'imagine la réunion où là, je vois Georges Saint-Pierre donner une démonstration d'un flying kick. Mais il y a Direct deux dans la autres face des d'un producteur, développeurs. tu sais. Mais il y a deux autres des développeurs que eux étaient aussi des combattants, mais donc mais moins connus évidemment. Ouais. Donc c'est avec eux qu'ils sont pratiqués là, mais ça a été quand même drôle s'il avait s'il avait démontré live à un gars. Il y a une question sur le chat pour toi, Anthony. Dans le fond, c'est Eric qui veut savoir si il dit qu'en fait, il dit ce que lui, c'est que au niveau des armes, c'était pas très utilisé dans le jeu. Il veut savoir si c'est vrai. C'est vrai. Ben en fait, il y a quand même plusieurs séquences avec des armes, mais je te dirais que ce qui fait la grosse partie du jeu là, c'est vraiment les combats à main nue. Ok, c'est vraiment ce qui est prôné dans le jeu. Les combats à armes sont quand même pas trop durs. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques éléments qui ont été. Je veux dire, le combat par arme, il ressemble à tous les autres Grand Theft Auto. Il ressemble à tous les autres jeux. Il y a rien de nouveau. Mais ce qui est vraiment différent, c'est le combat à main nue. C'est là que ça devient vraiment intéressant. OK. D'ailleurs, les combats ils ressemblent beaucoup à ceux de Batman Arkham City, mais un peu plus poussés. C'est-à-dire, tu sais, dans Arkham City, il y a plusieurs ennemis qui nous entourent, ils nous attaquent, on peut faire Y pour... s'il y en a un qui nous attaque, on peut faire Y, puis automatiquement, on va on va le counter, on va l'empêcher de faire sa prise, puis l'immobiliser. Mais ça ressemble un peu à ça dans le jeu. Sauf que les techniques de combat sont vraiment, vraiment plus poussées. Quand on attrape un ennemi, on peut le projeter au sol, on peut le lancer sur un autre méchant, on peut aussi utiliser les éléments du décor pour se débarrasser des ennemis. Comme à un moment donné, j'étais en train de... Je tenais un ennemi dans les mains, puis je m'approche d'une cuisinière qui était allumée. J'ai pesé sur le bouton B parce qu'on a vu que la cuisinière était interactive. Puis ce qui arrive, c'est que oui, il prend la face du gars, puis il la plante directement sur le rond de poil. Puis évidemment, sa face brûle complètement, puis l'ennemi meurt. Donc, les prises sont vraiment percutantes, les combats sont super violents, puis ça a l'air quand même assez réaliste. OK. Puis, ma dernière question que j'aurais à te poser, là, tu nous as parlé beaucoup au niveau du graphisme, du réalisme, du combat, de la jouabilité un peu, de l'histoire aussi. Là, tu es dans un univers qui est vraiment asiatique. Est-ce que ça se ressent aussi au niveau de la bande sonore? Oui, définitivement. Surtout, ben, comme dans les Grand Theft Auto, on a toujours les postes de radio, surtout, qui jouent en permanence quand on prend les autos. Puis à chaque fois, toutes les bandes sonores, tout ce qui joue à la radio, c'est tout le temps des chansons asiatiques. Il y a quelques postes, il y a comme un ou deux postes. Il y a un poste classique, puis un poste, je crois, plus heavy metal. Donc... Moi, ça me dérange pas, mais disons que, je sais pas, je trouve qu'il manquait de quoi. C'est le fun d'avoir, de s'embarquer dans la culture, de voir tout ce qui est asiatique, les chansons puis tout, mais ça aurait été le fun d'avoir un poste de radio un peu plus comique, comme il y a dans Grand Theft Auto. Ça fait passer le temps un peu plus vite. Moi, la musique asiatique, je trouvais ça un peu moins intéressant. Mais en même temps, ça t'aide peut-être à t'imprégner un peu plus de cette culture-là dans le jeu aussi. Ah oui, dans ce sens-là, je comprends complètement, totalement l'idée des développeurs. OK. Si on a 2 minutes, tu sais, j'ai des questions pour toi, Anthony. D'abord, parce qu'on sait que United Front Games, là, c'est ceux qui ont fait les Mod Nation Racers. GTA, souvent critiqué pour sa conduite un peu... je sais pas comment dire, c'est un peu maladroit, là, ou en tout cas, tout glisse, t'as l'impression. C'est comment
Mais j'ai pas vu tellement de différence. Je veux dire, j'ai trouvé que ça se ressemblait beaucoup. Ils ont pas, je pense pas qu'ils ont mis beaucoup d'avant la conduite dans le jeu. Honnêtement, ils ont plus l'air d'avoir mis ça accessoire. Je crois pas qu'ils sont servis de leur expertise de Mon Nation. Honnêtement, parce que moi, si je comparais les deux, là, Grand Theft Auto et Sleeping Dogs, ça avait l'air très semblable. OK. Je pense pas que là, ils ont innové. Là. Par contre, où est-ce qu'ils innovent un peu plus, c'est qu'ils ont quand même amené des éléments d'RPG. Ce qui rend le jeu quand même vraiment cool, comme il y a des endroits où il faut ramasser des statues, puis à chaque fois qu'on ramasse une statue, on apprend une nouvelle combinaison. Donc les combinaisons, par exemple, on peut voir, faut faire XX, là, ça va faire un double coup. Là, si tu fais XX, puis tu fais troisième X, puis tu l'enfonces, ben ça va faire un autre type de combinaison. Donc, à force de ramasser ces statues-là, on va avoir plus de combinaisons. Puis on a même un arbre de talent qui va nous permettre de choisir quelle attaque on veut apprendre. Donc c'est quand même pas mal cool. Puis ils ont publicisé aussi les acteurs qui font certains personnages dans le jeu. Là. Emma Stone puis Lucy Liu jouent des blondes que tu peux te faire, je sais pas quoi. Ouais, ils jouent des blondes, mais c'est rien de. Ils jouent pas un gros rôle, là. Les blondes, tu les appelles une fois, tu vas en une date avec elles, puis après, c'est pas mal fini. Donc, c'est pas eux qui prennent une grosse partie du jeu. Ils sont pas là vraiment beaucoup dans le jeu. Parfait. OK. Ensuite, il y a un autre élément, à part les statues qu'il y a à collectionner, il y a aussi les points de vie. On est habitué dans les jeux de voir comme Assassin's Creed, il y a les plumes à ramasser qui servent pas à grand-chose, qui sont là, puis qui sont difficiles à trouver. Puis c'est vraiment là pour les gens qui sont vraiment accros des achievements, si on veut. Puis, mais dans ce jeu-là, il y a une utilité à ramasser ce qu'il faut ramasser. Il faut ramasser il faut trouver des espèces de petites lanternes un peu partout dans le monde. Puis ce qui arrive avec ça, c'est quand on en ramasse 5, on obtient 10% de plus de points de vie, puis on peut aller jusqu'à un total de 100% plus de points de vie. Donc, c'est quand même utile au jeu. C'est pas juste ramasser des éléments dans le jeu pour rien. Là. C'est vraiment utile, puis c'est un peu plus facile à les trouver. D'ailleurs, pour les trouver plus facilement, si on va à une des dates avec les filles, justement, je pense avec la fille qui joue Lucy Liu, ce qui arrive à la fin, quand tu finis la date, tu débarres la possibilité de voir dans toute la ville où sont les lanternes. Donc, ça donne une idée, puis en tout cas, c'est pratique, là, mais même si ça enlève un peu de difficulté, c'est quand même le fun, puis je trouve ça plus intéressant que les feuilles dans les plumes dans Assassin's Creed. Ou les maudits drapeaux dans le premier, ouais. Ouais, les drapeaux ou dans le dernier, les morceaux de mémoire. En tout cas. OK. L'autre élément qui est intéressant, c'est qu'on a un peu le choix entre la police ou les triades. C'est probablement passé dans l'esprit de tout le monde qui jouait à Grand Theft Auto d'être tranquille, de conduire sans foncer dans aucune voiture ni dans aucune borne fontaine, même si ça rapportait vraiment rien. Mais dans Sleeping Dogs, dans les missions, on est récompensé par des points de policiers. Donc, si on fait pas de casse dans la ville, on gagne tous nos points de policiers. Puis, ce qui est pratique avec les points de policiers, c'est que ça nous permet de ramasser... Il y a aussi un arbre de talent qui nous permet de débloquer des améliorations, comme être meilleur avec nos pistolets ou des trucs comme ça. Donc, encore une fois, on a des éléments d'RPG assez intéressants. De l'autre côté... s'il y a les points de la police, il y a aussi les triades. Donc, dépendamment de si on est vraiment violent dans nos combats, si on réussit à faire des headshots, puis tout ça, ben ou si on sert de l'environnement aussi, on va obtenir plus de points. Donc, c'est vraiment un élément qui est quand même cool qu'ils ont apporté. Puis ça aussi, les points de triade, on a encore une fois un arbre de talent où est-ce qu'on a des choix. Puis là, vu que tu as deux arbres différents, est-ce qu'il y a un avantage à se spécialiser avec un des deux arbres? Mettons, toi, si tu décides que tu détruis tout le temps, vas-tu avoir à amasser vraiment un avantage subséquent à si tu faisais le contraire? Mais en fait, si tu détruis tout le temps, c'est pas que tu auras plus de points de triade, c'est que tu n'auras pas de points de police. Okay. Puis les points, fait, dans le fond, tu veux quand même des points de police parce que ça va te permettre justement d'avoir des améliorations. Ah, ok, donc tu peux pas juste tout casser puis ça va aller.
Non, mais moi, j'ai commencé en tout cassant parce que des fois, j'aimais pas ça. Je voulais juste faire la mission vite puis tout. Puis malheureusement, à la fin du jeu, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de points de triade que de points de police. Puis, mais ça changeait pas grand-chose, mais c'est juste que j'avais des habilités que j'aurais aimé avoir dans dans l'arbre de la police que je pouvais pas avoir. Donc ça, c'était un peu moins intéressant. C'est peut-être un peu trop facile aussi de perdre des points de police, justement, parce que tu peux en perdre à tout moment, là, j'imagine. Ah ouais, tu rentres dans un auto, tu rentres n'importe quoi, là, tu perds pour rien, là. Ou j'ai accroché un piéton, là, au s'entend, c'est pas grand-chose à accrocher un piéton, puis malheureusement, il est mort, puis j'ai perdu 30 points de police, fait que j'étais... Oups. Donc, Anthony, t'as l'air vraiment d'avoir trippé sur ce jeu-là. Toi, tu le recommandes? Oui, écoute, je le recommande. Écoute, à part quelques bugs mineurs, là, j'ai vraiment apprécié le jeu. Ceux qui aiment les titres à la GTA ou à la Saints Row, ils vont vraiment pas être déçus. Même s'il est pas aussi original qu'il y a le dernier Saints Row, je trouve qu'il y a quand même des choses assez différentes de GTA pour le rendre quand même assez intéressant. Puis j'avais même pas fait les quêtes secondaires, puis j'avais quand même 17 heures d'accumuler dans le jeu. Donc, écoutez, vous êtes sûr d'en avoir assez pour votre argent avec la durée de vie du jeu. Fait qu'en attendant, la version PC est vraiment bien faite. Puis c'est ça, il y a un pack que tu peux télécharger pour que des textures haute résolution aussi, là. Ouais, ça c'est l'avantage qu'on voit de plus en plus sur le PC, c'est que souvent les graphiques sont améliorés. On l'a vu avec Battlefield 3. Puis là, encore une fois, avec Sleeping Dogs, on a une petite patch qu'on peut télécharger gratuitement. Une petite patch dit petite, elle est à peu près 4 gigs, qui va complètement revamper les graphismes puis qui vont l'améliorer justement. Fait qu'en attendant le prochain en attendant le prochain Grand Theft Auto, je pense que si vous cherchez un jeu rempli d'action avec une bonne histoire, n'hésitez pas, c'est définitivement un bon jeu à vous procurer. Excellent. Puis, ma note finale, c'est un 8.5 sur 10. Ah, excellent. C'est quand même une excellente note. Même si c'est une bonne note, par contre, moi, je n'y jouerais pas, c'est sûr, parce que je déteste Grand Theft Auto. Ouais, c'est ça que je dis, il faut aimer le genre. Là. Non, c'est ça, c'est évident, c'est évident. Mais si vous aimez le genre, c'est une recommandation de Anthony. Ben oui. Oui. On va passer à la prochaine chronique. Merci Anthony, excuse-moi, j'ai oublié de te remercier. Ça fait plaisir. La prochaine chronique, on va parler de Papayo avec Nicolas Verge. Alors, Nick, oui. Papayo, puis ça, je pense que c'est un jeu que tu attendais impatiemment. Tu m'en avais déjà parlé quelques jours avant même la sortie. Puis, est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes? Oui, en fait, on savait pas vraiment trop à quoi s'attendre de ce Papo.io, qu'on peut prononcer de toutes les façons, là, Papo.io, Papo.io, en tout cas, vous choisirez celui que vous préférez. Oui. Ouais, j'ai vu que tu as posé la question aux développeurs. Oui, ben c'était pas clair. Ils ont changé le nom, en fait, parce qu'au départ, ça s'appelait Papo.io, puis ils ont voulu un peu universaliser le titre en l'appelant E ou End, en tout cas, c'est ça. Fait qu'on peut choisir comment qu'on l'appelle. C'est sûr que c'est un jeu qui a capté mon attention parce que c'est un jeu d'abord qui est développé à Montréal. C'est quelques anciens d'Electronic Arts à Montréal qui travaillaient sur Army of Two à l'époque, qui ont décidé de lâcher ce petit côté-là de l'industrie qui était un petit peu plus confortable, mais qui était un peu moins créatif. Et qui ont décidé, dans le fond, de se lancer dans l'aventure indépendante, ce que font plusieurs. Attends, tu es en train de dire que Army of Two est un jeu qui n'est pas original? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je suis en train de dire, moi? Non, c'est une farce, vas-y. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est que c'est bien du jeu de tir, puis je pense que on l'a vu, là, c'est le développeur là-dessus, le lead, dans le fond, c'est Vander Caballero. Mm-hmm. Et c'est ça. Je pense qu'il y avait d'autres choses à exprimer que de l'interaction qui se basait sur le tirer l'ennemi en pleine face. Et ça se voit dans ce jeu-là qui émane la créativité, qui émane l'émotion aussi. Dans le fond, ce jeu-là, c'est une grosse métaphore pour son enfance, dans le fond, une enfance qui a été difficile parce que son père était alcoolique et qui a abusé de lui, il se faisait battre. Donc ça a été c'était difficile. C'est un Colombien aussi, donc c'est dans un contexte sud-américain. Donc c'est ça, il a décidé de prendre ça, c'est quelque chose qui j'ai juste le mot anglais, là, un burden, mais il a traîné ça toute sa vie. Puis je pense que le jeu vidéo, comme n'importe quel
moyens créatifs, comme la peinture, comme le film. C'est une manière de s'exprimer aussi. Puis pour certains, la création, c'est une façon de passer à autre chose, puis de mettre en écrit ce qu'on ressent. C'est un peu ça qu'il a fait. Donc, c'est l'histoire de Kiko, dans le fond, qui justement vit la même situation avec son père, puis qui s'évade dans une espèce de monde imaginaire qui recrée de ce qu'il connaît, Kiko, parce qu'on comprend qu'il est sud-américain aussi. Donc, c'est un monde sud-américain, il vit dans des favelas et tout est un peu magique. Il y a des formes en craie qui se mettent à devenir vivantes là, et à s'animer dans le fond, puis qui crée toutes sortes de machines, puis en tout cas, c'est amusant, là, c'est toutes sortes de jeux dans le fond. Et il va rencontrer Monster, qui est un peu l'image de son père, une espèce de bête énorme, qui quand elle mange des grenouilles, elle devient complètement folle et veut manger Kiko. OK. Et c'est un peu l'histoire de ce jeu-là. Puis là, je vois quelqu'un sur le chat qui écrit Lula. Ah ouais. Lula, c'est le petit robot jaune qui représente dans le fond c'est son amour pour les jeux vidéo qui l'ont sauvé. Là, je vous parle des entrevues qu'il a données, là, mais c'est un peu ça qui l'a sauvé de ce milieu-là, de son enfance difficile. Donc, il s'est rattaché à son amour de la technologie puis tout ça. Mais dans le jeu, c'est donc un petit robot qui nous permet de sauter plus loin puis d'activer des switches qui sont trop loin puis qu'on peut pas atteindre. OK. Mais là, tu nous parles beaucoup du tu sais, un peu récit, de la jouabilité, mais beaucoup du récit. Puis de ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un jeu vidéo qui est tourné autour du récit. Donc, c'est probablement l'attrait principal de ce jeu-là. Oui, c'est sûr. C'est l'interaction un peu avec ces personnages-là qu'on a c'est un peu ça qui définit le jeu. Parce que dans le fond, le jeu, c'est un jeu à troisième personne. C'est un puzzle platformer, qu'on peut dire, qui est un peu maintenant, quand on pense aux jeux indie, c'est un peu à ce genre de jeu-là qu'on pense. C'est pas nécessairement, ils font pas nécessairement du third-person shooter. C'est souvent des jeux de plateforme puis des jeux de puzzle. Puis c'est un peu là où le jeu tombe à plat. Le level design est un peu simpliste. En fait, souvent un peu simpliste. Les puzzles, c'est souvent faut simplement activer des switches une après les autres, puis c'est ça la solution. Dans le fond, on n'a pas à penser. Dans le bon ordre pour que ça ouvre. Des fois, il y a certaines choses, il y a deux switches, puis là, tu dis, il y en a une qui fallait que j'ouvre avant l'autre. Mais c'est rien du niveau d'un jeu de Portal qui est un peu le jeu de puzzle par excellence. Là. Soit ou même j'ai Professeur Layton rapidement dans la tête là, qui offre certains puzzles assez relevés aussi. Ouais, c'est des énigmes un peu, c'est même pas mal plus intense Layton. Mais c'est quand même agréable parce que tu interagis avec l'environnement. Puis comme je disais, les formes en craie que je parlais tout à l'heure qui sont dessinées sur les murs, ben ça s'anime. Puis c'est un peu ça reste amusant de jouer un peu avec l'environnement. Tu sais, souvent, on crée des marches du plancher où on bouge des maisons. On lève une boîte de carton, puis dans le fond, ben, c'est une maison qui est l'autre bord de la rivière qui se met à bouger tout seul. Fait que c'est un peu ça qui est amusant, mais c'est pas vraiment difficile ou ça pose pas un vrai défi. Puis l'autre problème, c'est que le côté plateforme, ben c'est pas super précis. La caméra est un peu trop loin pour qu'on puisse sauter vraiment précisément sur la plateforme qu'on veut faire, ce qui fait qu'il y a certaines parties du jeu qui sont un peu plus frustrantes, où on meurt souvent, puis qu'on a l'impression qu'on ne devrait pas. Donc c'est ça. Mais le jeu vaut quand même la peine d'être joué, simplement pour l'histoire qu'elle raconte. J'ai l'impression à la fin de ce jeu-là que, tu sais, quand tu lis un bon livre, puis tu as un peu l'impression que ça a comme un peu changé ta vie, parce que tu as l'impression que tu as appris quelque chose ou que tu as compris quelque chose. Ouais. J'ai eu l'impression en terminant ce jeu-là que j'ai compris ce que Vander avait compris comme en 10 ans de thérapie. J'ai compris son histoire, j'ai eu de l'empathie. Puis c'est vraiment ça qui fait que ce jeu-là est unique. C'est pas ses graphiques, c'est pas non plus son ingéniosité dans les puzzles. C'est vraiment la façon dont le jeu est créé, l'interaction que tu fais avec Monster, parce que tu peux
tu peux lui lancer le ballon, puis il va te le lancer, puis il y a une espèce d'interaction aussi c'est quasiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. À un moment, ben, c'est ton meilleur ami, puis à l'autre moment, ben, c'est la chose qui va te tuer. Fait que c'est vraiment intéressant, puis il joue avec ça dans ce jeu-là d'une manière vraiment intéressante. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de la façon que tu me parles de ce jeu-là parce que ça ressemble à rien de ce que je connais du tout. Et je suis un gars qui apprécie beaucoup les bonnes histoires. Est-ce que tu dirais que le fait que le jeu, au niveau de la jouabilité, c'est un petit peu plus facile et que l'histoire est présentée sous la perspective d'un enfant, que ce serait un jeu qui s'adresserait peut-être plus à un plus jeune et que ça pourrait même aider à la limite psychologiquement des enfants qui vivent certaines situations qui pourraient être difficiles comme ça, ou c'est clairement un jeu qui, même si c'est de la perspective d'un enfant dans son monde imaginaire, qui est une histoire en fait qui parle à des adultes? Ouais, ben c'est compliqué ça. Comme question. Hein? Non, mais je comprends ce que tu veux dire parce que en y jouant, au début, c'est ça que je me disais. Je me disais, dans le fond, ils visent un public plus jeune qui sera pas frustré de pas pouvoir y jouer puis de pas comprendre où aller ou quoi faire. Mais après ça, je me suis dit, c'est pas vraiment une excuse non plus parce que tu peux pas déjeuner des jeux pour des bébés. C'est pas ça l'idée non plus. Puis je pense que les thèmes qui sont dans ce jeu-là sont trop comme très graves qu'un enfant de 10 ans pourrait pas nécessairement comprendre. C'est ça, je pense que je me souviens plus si je l'ai écrit. Moi, je pense que je l'ai écrit dans ma critique, mais c'est comme un film de Pixar, tu sais, que l'enfant de 10 ans va le voir d'une façon, mais l'adulte va le voir le deuxième sens, puis il va comprendre comme toute la force émotive de ce jeu-là et puis la force narrative. Mais c'est ça, j'y ai pensé justement ce que tu me disais, Max. Mais je pense pas que c'est, comme je te dis, c'est pas, ce serait une excuse de lui dire c'est parce qu'ils ont voulu faire ça pour les enfants. Je pense que il y a manière de faire des jeux puis en tout cas, il aurait pu avoir des niveaux de difficulté ou je sais pas quoi, mais reste que pour acheter un jeu sur le PSN, là, il faut quand même avoir des aptitudes plus qu'un enfant de 10 ans. Là. Je pense que le marché, c'est pas nécessairement les enfants. Non, je comprends. Puis tu parles, c'est un jeu qui est sur le PSN, en même temps, c'est un jeu qui n'est pas nécessairement très cher. Je pense que c'était 15 12 ou 15 Ouais, c'est une quinzaine de dollars. Puis dépendamment si on a acheté d'autres jeux du PSN Play, on peut sauver un peu d'argent. Côté prix, c'est correct. Ça dure 3-4 heures le jeu. Donc, c'est assez rapide à terminer. Mais comme je dis, je pense que ça vaut amplement le billet de cinéma que ça coûterait autrement. Peut-être le prendre quand il sera en solde de quelques dollars, de moitié prix. Ça arrive souvent sur le PSN Store. Fait que peut-être à ce moment-là, découvrir ce jeu-là. Mais comme je vous dis, je peux pas en parler, puis peut-être que j'en parlerai avec quelqu'un, puis que je l'enregistrerai, mais il y a quelque chose à la fin. La fin du jeu est vraiment, c'est une révélation. Ça change complètement le jeu. Comme je dis, c'est une leçon de vie. C'est ça, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il faut y jouer, justement. C'est le genre de jeu qu'il faut y jouer pour comprendre ce dont je parle. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire que de l'essayer. Anthony, j'aimerais ça comme... Je sais que tu y as joué, peut-être tu pourrais... Le message, je dirais que le message de la scène finale est trop puissante pour que ça s'adresse à un jeune public. Je veux dire, c'est sûr que... Bon, je veux rien spoiler, là. C'est sûr qu'un enfant peut y jouer puis il va dire « Ah, ok, c'est ça la fin », mais... Comme ça m'a tellement fait vivre de quoi, même si je vivais pas la situation que lui vivait, je me suis quand même facilement mis dans la peau du développeur qui racontait son histoire. C'est vraiment puissant. Puis d'ailleurs, j'ai joué à comme 2-3 jeux indie récemment, To the Moon puis Dear Esther, parce qu'il y a pas beaucoup de gameplay, mais le message est tellement puissant que, je veux dire, ça s'adresse pas à un jeune public, puis ça fait vivre de quoi, puis c'est vraiment incroyable. C'est drôle parce que j'ai joué à Dear Esther récemment, puis ça, c'est un jeu qui... l'histoire, dans le fond, est donnée de façon narrative, de façon assez traditionnelle. Donc, il y a une narration constante, puis il y a même des sous-titres par défaut, fait que tu peux lire qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est une façon assez traditionnelle de livrer l'histoire, de livrer le message. Mais dans Papo.io, ce que je trouve la force, c'est que la leçon, dans le fond, ou l'histoire est livrée par le gameplay. Puis ça, c'est vraiment... Pour moi, là, c'est ce qu'on appelle un peu du ludo-narratif, là. Mais c'est pour moi ce qui fait la force
des meilleurs jeux vidéo, c'est qu'on enseigne quelque chose aux joueurs par le jeu, puis par l'action dans le fond. Puis c'est, comme je dis encore une fois, ce qui fait la force de la fin de ce jeu-là, c'est qu'on est en contrôle de ce qu'on fait, puis c'est qu'on pose des actions, puis on les voit se réaliser. C'est vraiment pas juste comme une fin un peu cucu, là, si je peux dire ça comme ça, puis c'est pas juste une cinématique. Sauver la princesse. Exactement. c'est des actions qu'on pose, puis c'est ça, on doit faire face à ce qui se passe. Laissez la princesse tranquille. Bon. Non, c'est une farce. Merci beaucoup, Nick, pour ta chronique. C'est vraiment excellent. Puis ça fait partie des jeux indie parce que moi, je suis pas nécessairement attiré par l'indépendant, quoique je considère que c'est super important de soutenir cette industrie-là le plus possible. Mais là. Oui. Là, je me suis fait prendre, là, Sébastien qui a fait l'entrevue avec les gens de Castle Story. Ouais. Là. Ils ont bien dit de ne pas parler d'industrie du jeu indépendant, mais bien de la communauté du jeu indépendant. Oui, OK, de la communauté, donc. Ça m'est resté en tête, puis là, je me dis tout le temps communauté. Mais ça va devenir, tu sais, on parle, mais c'est sûr que ça va finir par devenir une industrie comme ça. Ouais, ben ça en est une, mais c'est juste que c'est moins tourné vers l'argent quand on parle. D'ailleurs, parlant d'un peu de la communauté, là, je sais pas si tu as entendu un peu parler de comment ils avaient réussi à financer le jeu. Je sais pas si c'est par toi que je l'ai lu, là, mais le fait qu'ils ont utilisé l'espèce de programme de Sony pour... Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, mais même pas... tu vois, j'ai même pas lu beaucoup là-dessus, mais je sais qu'ils ont reçu justement du financement de... Je pense que c'est les Indie Pub Fund, là. Je me souviens plus exactement comment ça s'appelle, mais effectivement, ils ont reçu de l'aide financière de Sony pour lancer ça. Ouais, ça, c'est quand même vraiment cool de leur part. Puis je pense que tu avais donné une note, quoi... J'ai 8 sur 10 au jeu. Ouais, c'est ça. C'est un excellent jeu. Moi aussi, j'ai vraiment adoré l'histoire. Je l'ai terminé ce matin, puis ça vaut la peine. Excellent. Ben, merci beaucoup, Nick. Sérieusement, là, comme je disais tantôt, ça fait vraiment partie des jeux qui me donnent, que j'ai vraiment, vraiment le goût de jouer. Puis, tu sais, moi, chez moi, là, j'ai le gros défaut d'avoir une méchante pile de jeux, même pas déballés. Ouais. Mais celui-là, il faut absolument que j'y trouve un trou. En particulier que ça prend juste 3 ou 4 heures de jeu. Ça. Puis je te dirais que c'est une qualité que peut-être à l'époque, je trouvais pas ça important, mais des jeux comme Skyrim, puis là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle de Sleeping Dogs puis Darksiders, qui sont des jeux qui durent des heures et des heures et des heures, mais je me rends compte avec la vie qu'on vit comme adulte, qu'on a moins de temps à passer sur les jeux vidéo des fois, puis une aventure comme ça qui dure 3-4 heures, ça fait tellement mon bonheur que... Qui coûte pas 60$ aussi. Exactement. Comme j'ai tout ce que j'ai eu besoin dans cette aventure-là, puis j'étais capable de voir la fin, puis d'avoir une expérience vraiment intéressante. Super. Ben, je te remercie, Nick, ta chronique. On va passer à la prochaine qui cette fois, on va parler de Darksiders 2 avec Mathieu April. Mathieu. Ça fait 30 heures que tu as la face dans Darksiders 2. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ben, ça a pris 30 heures pour le finir, mais je l'ai recommencé tout de suite après. Oh! Ça veut dire que c'est très bon. Oui, Darksiders 2, ben, c'est bien sûr la suite du 1. Oui, mais j'ai joué sur 360. Il est disponible sur PS3, Xbox, sur PS3 et PC. Et il va être disponible sur la Wii U quand la Wii U va sortir. On ne sait pas trop quand pour le moment. Et ça suit vraiment l'histoire du 1. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas joué nécessairement au 1 parce que je vais un peu spoiler l'histoire du 1 parce que ça commence tout de suite après. Ah non! Je reviens dans 5 minutes! Fait que finalement, on suit un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Cette fois-ci, c'est la mort. Dans le 1, on jouait la guerre. Donc, c'est la mort. Il veut sauver finalement son frère, Guerre, qui dans le 1 avait condamné l'humanité. Donc, tous les humains sont morts. C'est l'Apocalypse. Et là, on essaie de sauver notre frère en ressuscitant finalement tous les humains et pour ramener la balance. Ah, ok. Donc, c'est pas mal l'histoire du jeu tout au long. On va passer par différents endroits pour essayer de trouver comment ressusciter les humains parce que quelques milliards de personnes, ça se ressuscite pas en claquant des doigts.
Donc, on joue la mort. Il est vraiment, le gameplay est assez différent du premier. Ben, il est différent, non pas différent, mais notre personnage, il est un peu plus mobile que dans le 1. Le 1, tu sentais que Guerre, je trouvais qu'il avait l'air lourd, il était puissant et tout. Dans le 2, la mort est plus mobile, elle peut sauter un peu partout, monter ses murs, on court sur les murs. Puis aussi, notre arme principale, cette fois-ci, c'est des faux. C'est ce que j'allais te demander. En fait, c'est ce que j'allais te demander comme question parce que le premier jeu avait été encensé par l'originalité de son gameplay, justement, qui mélangeait. Certaines personnes l'avaient comparé à une espèce de milieu entre un jeu de Zelda, qui est un jeu d'aventure, et un jeu comme God of War. Dans celui-là, tu dis que la jouabilité est un peu différente, mais c'est surtout par rapport à la mobilité du personnage? Ou oui, ça reprend un peu les mêmes éléments pour le reste? Non, ça reprend les mêmes éléments que dans le 1. C'est vraiment l'enfant de Link et de Kratos, disons. OK. Ouais, c'est Link et Kratos ensemble, ça fait la mort. Ouais. C'est ça, son arme principale, c'est une faux. Et il manie assez habilement, même que des fois, c'est très artistique. C'est assez violent, vraiment plus violent qu'un Zelda. À l'image pas mal d'un God of War. C'est pour ça aussi qui disait que c'était comme un God of War. Tu dirais plus violent que le 1 ou? Assez similaire au 1 parce que le sang il coule beaucoup et okay. Ils s'en ont permis beaucoup. C'est pour ça qu'il est classé aussi pour mature. Mais comparativement au 1, ils ont rajouté beaucoup d'éléments d'RPG qu'il n'y avait pas. On level up, on peut faire monter des armes aussi de level. Des armes possédées qu'ils appellent. On sacrifie d'autres armes pour faire monter les levels, choisir les habiletés des armes. On peut habiller notre personnage aussi, ce qu'on faisait pas nécessairement avant. On peut changer les bottes, les gants, l'habit, les armes principales, l'arme secondaire. C'est tout du loot qu'on fait en tuant des ennemis qu'on ramasse un peu partout, en brisant des vases, un peu comme dans Zelda. Ramasser de la vie. Et c'est ça, fait que le monde en tant que tel, il est vraiment plus gros que dans le premier. C'est pour ça que dans le premier, ça prenait une quinzaine d'heures le finir. C'est pour ça que j'ai dit que ça m'a pris une trentaine d'heures, celui-là, le finir. Le monde, ils ont dit qu'il était 2 fois plus vaste que le premier. Et c'est vraiment plus ouvert que j'ai trouvé. On peut vraiment se promener partout et j'ai vécu ça au début parce que je me suis rendu à des places avec des ennemis 10 levels plus haut que moi. Et je me demandais, je trouvais que ça assez difficile comme jeu. Je me disais, j'ai l'impression de rejouer à Dark Souls une deuxième fois. Oh shit. C'est pas nécessairement une bonne chose. Non, c'est ça. Au début, ça me frustrait un peu, mais je me suis rendu compte, c'est parce que 10 levels en haut de moi, je suis peut-être pas la place que je devais aller au début. Puis surtout quand tu tues des gros boss comme ça que j'ai fait 10 levels en haut de moi, j'ai pas pu utiliser son arme avant une dizaine de levels, fait que ça m'a pas mal servi à rien de se rendre là. On peut... Il y a beaucoup de quêtes secondaires, vu que c'est un univers vert, il y a beaucoup de quêtes secondaires qu'on peut faire. Mais il y a des petites affaires comme il y en a un qui demande de ramasser des roches un peu partout dans le... Fait que partout où est-ce que tu te promènes, dans tous les donjons, tous les mondes que tu vas, il y a tout le temps vraiment que tu regardes partout parce qu'il y a des tonnes d'affaires à ramasser. Au moins, quand on ramasse des trucs comme ça donne quelque chose. Ça fait pas juste te donner un achievement à la fin. Ça peut te donner soit de la vie de plus quand tu le ramènes à quelqu'un, ça peut te donner des habiletés de plus. Et c'est pas mal ça. OK. Mais moi, là, question rapide comme ça. On sait que THQ, présentement, c'est pas une compagnie qui roule très, très bien. Et puis, le succès ou non de Darksiders 2 était vraiment très important pour cette compagnie-là, pour savoir si elle est capable de poursuivre ses opérations. Avec ce que tu as joué, avec le fun que tu as eu ou pas, penses-tu que c'est un jeu qui va avoir un bon succès et qui va aider cette compagnie-là, ou ça va être vraiment le dernier grand titre que cette compagnie-là pourrait faire? Moi, je pense que ça va leur permettre de peut-être survivre encore un peu. J'ai vraiment aimé le jeu et je pense que ça va quand même être un succès. Puis j'espère que ça va être un succès parce que j'aimerais ça en voir un Darksiders 3. Et je sais qu'ils l'ont repoussé aussi. Il était supposé sortir au mois de juin au départ. Et ils l'ont repoussé au mois d'août justement pour le peaufiner, pour justement qu'il soit meilleur et que les gamers l'achètent justement parce qu'ils misaient vraiment beaucoup sur ce jeu-là. D'après moi, c'est sûr ça fait seulement 12 jours qu'il est sorti, là, les critiques commencent à sortir. Mais je pense que ça va... j'ai pas lu de critiques parce que je voulais pas être biaisé par rapport à ça, fait que je sais pas quelle note que les autres... Les critiques sont positives, sont à peu près... je pense que tu as donné un 8. Combien? Oui, j'ai donné un 8. Ouais, c'est tout à peu près autour de ça, même il y a des 9. Mais c'est ça, le seul problème, c'est que c'est pas des
des grosses... C'est pas un gros nom, c'est pas une grosse franchise, puis ça vend pas beaucoup. Fait que c'est sûr que pour côté financier, là, ça va être difficile. Là. C'est dommage parce que c'est des bons jeux, la série Darksiders. Ouais, ben surtout que le 1 était sorti de nulle part, que personne l'attendait, puis que ça avait été comme un succès, mais un peu caché, là, un sleeping hit. Tandis que, puis là, le deuxième qui sort en même temps, il y a beaucoup de gros jeux qui sont sortis. Le même jour que Sleeping Dogs, ça fait mal. Ça prend des couilles pour sortir un autre jeu en même temps qu'un autre comme ça, surtout qu'on est encore tôt dans l'automne. Je suis à peu près certain qu'il y aurait eu d'autres dates. Mais il faut dire aussi que le jeu avait été retardé, hein? Oui, il avait été retardé. Ça faisait un moment qu'il avait annoncé cette date-là. Et aussi, c'est pas le même genre de jeu que du Sleeping Dogs, alors ça vient pas peut-être chercher le même genre de personnes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est sûr que c'est pas n'importe qui mettrait 30 heures nécessairement dans un jeu. Tandis que Sleeping Dogs, c'est quand même... Anthony, je pense qu'il avait pris 17 heures qu'il avait dit, donc c'est un peu la moitié du temps un peu. Puis à 30 heures, j'ai vraiment pas tout fait. Il y a vraiment beaucoup d'autres affaires qu'on peut faire. Par exemple, il y a le Crucible, ça s'appelle. Je sais pas c'est quoi en français, j'y ai pas joué en français. Mais c'est une tour de 100 vagues d'ennemis qui viennent une après l'autre. Puis un peu comme on a dans les multiplayer de d'autres jeux, que des vagues d'ennemis qui viennent une après l'autre puis qu'on se défend. Tandis que là, à chaque 5 niveaux, ils nous donnent une arme spéciale. Si on meurt, on perd notre arme. Si on la prend, on sort et on arrête à ce niveau-là. Mais si on reste, on peut se rendre jusqu'au 100e niveau, où est-ce qu'on soit l'arme ultime et qu'on bat un autre boss. Mais je me suis pas rendu au 100e level encore. OK. Il y a aussi un labyrinthe de 10 étages avec des ennemis, où est-ce qu'il faut trouver les maps un peu partout dans le monde, parce que sinon c'est vraiment un labyrinthe qui est vraiment dur à essayer de se rendre au bout en connaissant pas le chemin. Que ça non plus, je l'ai pas fait au complet. Donc c'est vraiment deux affaires qui doivent rallonger la durée de vie d'un bon 5-6 heures si on est bon dans les combats. Fait que t'as vraiment beaucoup de jouabilité, beaucoup de durée de vie, beaucoup de trucs différents à faire dans le même jeu. Donc, c'est un bon investissement, finalement. Toi, tu le recommandes? Ouais, je le recommande. Et en plus, il y a un New Game Plus. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai recommencé le jeu. OK. Parce qu'on peut se rendre jusqu'au level 30. Moi, je me suis rendu au level 21 quand j'ai fini le jeu. Donc, j'ai recommencé au level 21 avec tout ce que j'avais ramassé, toutes les side quests déjà faites. Comme ça, je peux essayer de finir ceux que j'avais pas fait et ramasser ce que j'avais pas ramassé. Et aussi, je l'avais fait à normal, je l'ai monté au niveau apocalyptique. Donc, je devrais avoir un encore plus gros défi. Il y a une petite affaire qui m'a accroché dans le jeu. Je trouvais que la mort, elle aurait pu être un plus badass que j'aime dire. Parce que d'après moi, c'est la mort, elle devrait pas s'en laisser imposer, elle doit rien à personne. Mm-hmm. Je trouvais qu'elle était un peu trop gentille, justement, avec les side quests, que quelqu'un nous demande d'aller chercher quelque chose. La mort, la première fois que j'ai rencontré un side quest, quelqu'un qui me demandait d'aller chercher un plateau, la mort, il l'a comme envoyé promener en lui disant, je suis pas ton courrier, j'irai pas chercher tes affaires pis tout. Puis après ça, je l'ai ramassé dans le donjon pareil, parce que je me suis dit, il va me donner quelque chose contre. Finalement, après ça, toutes les personnes qui me demandaient si je voulais aller chercher quelque chose pour eux, finalement, ils disaient, ouais, je vais y aller, ok, pas de problème. Non. Fait que je sais pas, je me suis dit, c'est la mort, puis elle est allée chercher de la vaisselle pour quelqu'un, puis elle y ramène. Ouais, mais la mort, c'est juste sa job, là. En dessous là, de la cape, là, c'est un good guy, là. Ouais, c'est un good guy mort. Ben, ils disent un peu dans le jeu que, en dessous de ton masque, justement, t'es un petit peu gentil pis tout, puis je pense qu'il tue la personne parce qu'il l'aime pas, parce qu'elle dit ça, là. OK. réputation à sauver aussi. Mais c'était le problème du 1 aussi. Il me semble que War, il était pas aussi badass qu'il devrait l'être. Là, en tant que chevalier de l'apocalypse, là, c'est poches qui ont pas corrigé ça. Je pense que c'est juste le style artistique, peut-être, qu'ils ont donné au jeu, là, qui est très années 90 là, dans son design. Là. Je pense que c'est juste ça. Les personnages sont très gros. Là. Moi, ça me fait penser aussi à WoW un peu. Là. C'est un peu World of Warcraft dans son style artistique. Là. Mais tu trouves qu'il est pas badass? Moi, j'entends que ça j'écoute certains podcasts puis il disait que ça a l'air qu'il ouvre même pas les portes lui-même. Là. Il fait venir des esprits pour ouvrir les portes à sa place tellement qu'il est trop cool. Ouais, t'as comme un esprit deux mains qui apparaissent puis qui ouvre les portes à ta place. Ça, c'est pas être badass, comme tu dis, je sais pas c'est quoi, là. Mais moi, c'était le niveau des quêtes secondaires. Je me suis dit qu'il aurait pu trouver une twist pour qu'on ramasse les choses quand même, sans nécessairement avoir à aller chercher les affaires un peu pour tout le monde, là. Non, je comprends ton point, par contre. Surtout que
les quêtes secondaires, souvent, ça fait qu'on retourne 3-4 fois aux mêmes places. Surtout que, un peu comme dans Zelda, on ramasse des armes à mesure des donjons qui nous permettent d'avancer plus dans l'histoire. Mettons, on ramasse un grappin, ben on peut pas aller à une place qu'il fallait le grappin avant, maintenant on peut y aller. Mais là, souvent, on rentre à cette place-là avec le grappin, puis là, oups, il nous faut une arme qu'on va avoir plus tard. Fait que là, on ressort de ce donjon-là. Plus tard, il va falloir qu'on y retourne avec quand on va retrouver notre nouvelle arme. Fait que c'est sûr, ça, je trouve que c'est un peu des heures de gameplay qui ont été rajoutées. Mais sinon, j'ai vraiment aimé l'histoire, puis la fin m'a un peu déçu. Parce que je sais pas s'ils ont été chamboulés dans la production puis qu'ils ont dû finir le jeu plus vite que prévu. Parce qu'ils voulaient le sortir, parce qu'ils comptent sur ce jeu-là pour justement renflouer un peu leur coffre. OK. Je trouve que les derniers donjons, ils se passent vite, tandis que les premiers donjons, ils peuvent prendre 2 heures et demie, un donjon à faire, tandis qu'à la fin, une demi-heure 45 minutes, tu sors du donjon, il est fait. Je trouvais que ça se chamboulait un peu. OK. Mais je me dis, de toute façon, l'histoire en général, j'ai vraiment aimé l'aventure, puis c'est pas nécessairement la fin qui compte, mais tu sais, la façon de se rendre. Donc j'ai vraiment aimé comment je me rendais jusqu'à la fin, même si la fin m'a pas enthousiasmé plus que ça. Okay, moi, j'avais une question à te poser, peut-être avant de terminer sur Darksiders. Dans ta critique, il y a une image de la mort sur son cheval, puis il y a une espèce de... J'imagine que c'est un boss qui est énorme. Oui, c'est un boss. C'est-tu vraiment ça? C'est-tu un boss, justement, qu'il faut que tu battes? Oui, c'est un boss qu'il faut que tu basses dans les... Ben, c'est quand même pas très loin au début de l'aventure, là. J'ai pas voulu spoiler non plus les... Mais désolé, ça a coupé pendant que tu parlais, j'ai pas compris complètement ta question. Ah, ok, non, je te demandais juste si, justement, dans ta critique, il y a une photo qui montre un colosse, là, en tout cas, une espèce de boss vraiment énorme. Je veux savoir si ça faisait vraiment partie du gameplay, là, comment tu battais cette bête-là. Ouais, ben c'est ça, c'est justement des colosses que... C'est ça, ben on voit justement la mire que faut attaquer à cet endroit-là, c'est la mire quand on tire avec notre fusil. Okay. Qu'on tire sur un de ses bras, là, finalement il tombe un peu à terre, là, on va l'attaquer de plus proche. Ça, c'est un des défauts du jeu que j'ai trouvé, parce que le cheval qu'on voit justement dans l'image, c'est le seul moment dans l'histoire où il est utile. Dans toutes les 30 heures de jeu, c'est le seul moment où j'avais besoin du cheval, sinon j'en aurais jamais eu besoin, j'aurais pu tout faire à pied. C'est juste qu'il raccourcit un peu le temps quand on se promène d'un endroit à l'autre. Comme dans le premier. Ouais, dans le premier. Ben, dans le premier aussi, il y avait eu 1 ou 2 boss que, justement, on utilisait avec le cheval, mais sinon, il servait pas à grand chose. Je trouve ça plate encore qu'il l'utilise un peu comme accessoire et qu'il aurait pu prendre un peu plus de place. Moi, j'écoutais Max l'autre fois à CLE avec JB, puis il disait... il parlait qu'il y a possibilité de faire 4 jeux avec un différent chevalier de la mort, chevalier apocalyptique. Est-ce que toi, tu penses que ça ouvre la place à un autre épisode avec, mettons, c'est quoi les autres qui restent? Le Plague, Famine. Puis Famine. Ben, c'est sûr, tu sais, le premier, c'était la guerre. Ouais. La guerre, c'est le fun, c'est cool. Ouais, c'est le fun. Mettons, en jeu vidéo. C'est fun, la guerre! En jeu vidéo. Ben, avec la mort, c'est badass pis tout, mais tu sais, c'est sûr, la famine, ça serait peut-être bizarre un peu, un jeu avec la famine ou avec l'autre de Plague. Ouais, c'est ça que je me disais. Mais en tant que tel, tu sais, pour spoiler personne, à la fin du 1, on le voit qu'ils vont en avoir un 2, ben, dans celui-là, d'après moi, il va en avoir un autre, même si c'est pas dit, même si c'est pas aussi évident que dans le 1. Ouais, on peut juste souhaiter ça pour THQ, là, honnêtement. Mais je pense pas qu'ils vont faire un jeu, justement, avec nécessairement les 2 autres. Peut-être qu'il va y avoir un jeu avec les 2 ensemble, mais je pense pas qu'ils vont en avoir un chaque. Ça serait peut-être un peu trop étirer la sauce, justement. Ok. Bon, on verra bien, mais c'est à l'époque, quand ils ont lancé le premier, c'est ce qu'ils disaient. Les développeurs disaient qu'il va y avoir 4 jeux, 1 par chevalier, donc je sais pas si ça va vraiment être ce qu'ils vont faire, mais on verra. On verra, ça va dépendre aussi de la santé financière de THQ. Merci Mathieu pour cette excellente chronique. Quelle note que tu vas accorder à Darksiders 2? Un 8, tu avais dit tantôt, je pense. Moi, j'y offre un 8 sur 10. C'est un achat pour ceux qui sont fans du genre. J'ai vraiment aimé mon expérience, puis 30 heures en une semaine et demie, fallait que j'aime ça. Excellent. Je te remercie beaucoup, Mathieu. Et cette fois, il reste une seule chronique et c'est la mienne. Et ce soir, je vous offre un 3 dans 1. Donc,
On va faire ça rapide. En fait, j'avais prévu faire 3 critiques ce soir, mais je vais les faire un peu à la méthode de Monsieur Net 2011. Dans le sens que je vais prendre à peu près 3 minutes par jeu. Mais de toute façon, c'est des jeux qui sont vieux un petit peu ou qui n'ont pas un scénario très relevé pour justement étirer pendant 10-15 minutes sur une critique. Et la troisième, je vais parler aussi du Nintendo 3DS. XL. Première critique, je vais parler de Lollipop Chainsaw. C'est une fois l'histoire de Juliette Starling, qui est une petite pop-up girl de 18 ans. C'est le jour de son anniversaire et en se rendant à son collège pour aller voir son copain, il y a une infestation de zombies monstres autour de son collège. Donc, de sa boîte à lunch, elle sort une tronçonneuse et commence à tronçonner tout le monde. Ça ressemble à ça. C'est pas mal ça l'histoire de Lollipop Chainsaw. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, avec une tronçonneuse dans sa boîte à lunch? Ben, c'est parce que finalement, on découvre que c'est une chasseuse de zombies professionnelle. Elle vient d'une famille qui sont chasseuses de zombies. Le jeu, c'est un jeu de baston, carrément. Donc, on a fait juste se promener, tronçonner des zombies, franchir les niveaux, tronçonner des zombies, franchir des niveaux. Il n'y a pas beaucoup de variété, quoique l'arme principale, qui est la chainsaw de Juliette Starling, est quand même intéressante, dans le sens qu'elle peut faire plusieurs trucs différents. C'est qu'à un moment donné, ben, elle acquiert certaines capacités comme devenir un fusil, ou c'est possible aussi de courir plus rapidement en la faisant tourner par terre. Donc, on est capable de tronçonner des ennemis et d'effectuer des sauts très, très grands. Mais à part de ça, c'est pas un jeu qui a nécessairement beaucoup de diversité. Ceci étant dit, c'est un jeu qui se prend pas au sérieux non plus. Comme vous avez senti, l'histoire est un peu légère. En fait, est très légère. Mais c'est un jeu qui va pas faire à croire que c'est une histoire sérieuse. C'est une histoire, justement, qui se prend léger, qui se prend comme ça. Si vous essayez de le prendre autrement, vous allez être très, très déçu, voire même choqué. Parce que, justement, je suis content, Nick, que tu sois là. Parce que dans une de tes anciennes chroniques écrites, tu nous avais parlé du sexisme dans le jeu vidéo. Et ça, j'ai fait ça, moi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ta première. Ouais, puis ça, c'est vraiment un jeu dont le sexisme est omniprésent. C'est plein. Mais c'est pas fait à demi-mesure, là. Tu sais, je veux dire, les développeurs l'ont pris en compte. On le fait pas sérieux. On y va avec beaucoup de sexiness, je veux dire, et c'est voulu. Et on fait de la blague beaucoup autour de ça. Ça peut être choquant pour certaines personnes. Je pense que si on le prend au deuxième niveau et qu'on se casse pas la tête avec ça, ça peut devenir drôle, un certain plaisir malsain à quelque part. Moi, ça m'a fait rire par certains moments. Mais sinon, outre que ça, il n'y a pas beaucoup d'intérêt plus que ça. Lollipop Chainsaw, c'est un 7 sur 10. C'est un jeu qui n'a pas nécessairement beaucoup de rejouabilité non plus, ou une rejouabilité qui est un peu accessoire dans le sens où est-ce que tout ce que vous avez à débloquer, ce sont des costumes et des MP3. Les costumes, évidemment, de plus en plus sexy, plus que vous progressez. Mais quand même, si vous vous attendez à ça, vous avez le goût de jouer à ça pour ce que c'est quand même un petit jeu intéressant. Un achat à très bas prix. Ça peut être intéressant. Je viens d'envoyer un lien sur le chat pour ceux qui sont là en direct, justement d'un article que Jim Sterling a écrit sur un peu l'objectification de la femme dans ce jeu-là, mais surtout de l'homme, parce que le personnage le chum, en fait, là, de notre pop-punk girl, ben, c'est une tête, en fait, puis elle fait un peu ce qu'elle veut avec lui. Mais c'est vraiment un article intéressant. Ben, en fait, c'est drôle parce que là, t'en parles justement de son copain là, qui est une tête. Et ça, c'est parce que ça donne qu'elle, c'est une magicienne aussi en même temps. Fait que la raison pourquoi qu'elle a réussi à couper sa tête puis à regarder en vie est vraiment accessoire. Il dit comment est-ce que je fais pour vivre comme ça, sans poumon, sans rien? Elle dit, je t'ai coupé la tête. Mais il dit, je serais supposé être mort. Mais il dit, mais je fais de la magie. Ben, tu sais, c'est juste ça. Il n'y a absolument aucune autre raison qui est donnée, c'est juste ça. Fait que je trouvais que ça montrait vraiment que le jeu vidéo avait vraiment une histoire puis toute une jouabilité autour de ça qui se prenait vraiment pas au sérieux du tout. C'est très Suda51, tu sais, c'est le créateur, on le connaît pour ça aussi. C'est ça, puis il faut pas chercher à aller plus loin, donc c'est pas plus sérieux que ça, donc ça donne rien de se casser la tête puis d'essayer de crier. Moi, je pense pas que ça donne rien de crier au drame là, avec un jeu comme ça, mais c'est évident que c'est pas pour un public qui est pour tous, c'est un jeu qui est mature, il faut savoir à quoi qu'on s'embarque quand on s'embarque là-dedans. Et puis, ben, c'est ça. Donc, c'est un 7 sur 10. De toute façon, c'est une fille qui existe en vrai, fait qu'on peut pas dire que c'est complètement faux. Non, mais elle, je suis pas sûr qu'elle est complètement vraie, par contre. Ok, t'as raison.
Prochaine critique. Cette fois, je voulais parler du Nintendo 3DS XL. Gros merci à Nintendo de m'avoir fait parvenir une console rouge qui est en train de voyager d'un site internet à l'autre pour qu'on puisse tout faire la critique. En gros, il y a aucune nouvelle fonctionnalité sur la console. Donc, si vous cherchez des nouvelles fonctionnalités, il y en a pas. C'est pas, il n'y a pas de nouveau joystick, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités en ligne. C'est exactement la même chose. Et la différence majeure, c'est vraiment la grandeur de la console. Donc, l'écran du haut fait 4,88 pouces. Si je me trompe, rappelez-moi-le dans le chat parce que là, j'y vais vraiment de mémoire. Donc, 4,88 pouces qui représente 90% plus grand sur l'écran du haut par rapport à la console précédente, donc au modèle original. On parle d'un poids aussi, évidemment, parce que la console est plus grande, un poids qui est augmenté, donc à 336 grammes, contrairement à 232 pour la console originale. Et j'y vais de mémoire encore, fait que si, si je me trompe, ça peut arriver. Et un autre truc aussi, c'est que comme la console est plus grande et qu'elle est plus lourde, mais ils en ont profité pour mettre une pile plus grande aussi à l'intérieur, ce qui augmente la durée de vie de la pile autour de 5 heures, contrairement à 2h30, 3 heures pour la console originale, ce qui est un avantage. Gros avantage par rapport à la grandeur aussi, c'est la prise en main. La prise en main, même si moi, une personne comme moi, j'ai des petites mains, la prise en main est vraiment plus agréable à utiliser. La console est plus agréable, est plus grande, on la tient mieux en main. Les boutons tombent de manière plus naturelle sous les doigts aussi. Ça, c'est un aspect qui est quand même intéressant. Et le fait que la console soit plus grande comme ça aussi, on en a profité chez Nintendo pour replacer certains accessoires, notamment le stylet. Donc, le stylet, au lieu d'être à l'arrière de la console, il est maintenant sur le côté, donc plus facilement accessible avec la main sans qu'on doive retourner la console pour essayer de le trouver ou de taponner avec ses doigts. Et comme la console est plus grande, on a pu y insérer un stylet plein, complet. Donc, bye bye le petit stylet extensible du 3DS original. Donc, ça aussi, c'est un aspect positif. Sinon, le reste, au niveau de la luminosité de l'écran, tout ça, la qualité de l'image, tout ça, c'est correct. Même si on a exactement la même résolution dans les écrans, et donc, évidemment, un écran plus grand que la même résolution dit pixels agrandis, donc en théorie, on devrait les voir plus. Ça nous permet de jouer à une distance plus confortable de nos yeux. Donc, au lieu de devoir tenir la console à 30 cm, on peut la tenir un peu plus loin, ce qui fait qu'on est plus confortable dans notre position de jeu. L'écran est un petit peu plus loin que nous, donc l'effet agrandi des pixels est un peu perdu, donc c'est plus confortable de ce côté-là. Et le fameux effet 3 dimensions, le parallaxe, selon Nintendo, le terme, là, je ne suis pas certain, il est plus doux sur les yeux. Oui, c'est très cool, parce que comme l'écran est plus grand... Ouais, c'est ça, les yeux forcent moins, ils viennent moins cross-side pour être capable de voir le 3D. Fait que comme moi, normalement, sur le 3DS d'origine, je suis pas capable de jouer avec plus de, je vais le dire en pourcentage, mettons à peu près 50% de 3D avec le petit slider. Tandis que le 3DS XL, je suis capable de le mettre beaucoup plus loin sans être affecté, sans avoir de maux de tête ou de ressentir un inconfort. Et que ça, c'est vraiment un avantage. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que ça vaut la peine de changer de console? Pas nécessairement, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités du tout. Aussi, si vous avez déjà des accessoires, comme c'est le cas de mon côté, par exemple le Circle Pad Pro, ça va être incompatible avec la grande console si jamais vous la changez. Ceci étant dit, si c'est la première console que vous achetez, ça vaut vraiment la peine d'y aller avec la XL. Le fait qu'elle est plus grande, est plus confortable à jouer, est plus agréable avec les jeux, notamment aussi les jeux de eShop. J'ai oublié d'en parler, mais les jeux de eShop qui normalement ne profitent pas de la grandeur d'écran totale, vu que c'est sur le petit écran du 3DS original, là, ça faisait une image encore plus petite. Cet effet-là est évidemment estompé avec le plus grand écran du XL. Associé à ça que la console est livrée avec une carte de 4 Go au lieu de 2 Go, associé avec la durée de vie de la pile qui est plus longue. Donc, on a tout simplement une meilleure console, un fini plus agréable aussi sur les doigts parce que la console est mate au lieu d'être lustrée. Donc, finalement, c'est tout du bon. Mais au fond, achetez-le pas pour jouer à Resident Evil parce que tu pourras pas avoir le Circle Pad Pro. Ouais. Par contre... c'est pas mal le plus gros désavantage. Ouais, c'est ça. C'est sûr que le Circle Pad Pro, il sert pas énormément dans les jeux de Nintendo présentement, mais Resident Evil Revelation, c'est très important. Ça permet vraiment de profiter au jeu du maximum. Il n'y a pas de Circle Pad Pro XL, on va l'appeler comme ça présentement pour la 3DS XL, mais Nintendo ont annoncé qu'ils en auraient un d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, ça, c'est un aspect qui va être corrigé.
Ça va vite, hein? Dernière critique turbo, et c'est un jeu qui mérite pas nécessairement qu'on en parle plus longtemps, mais ça veut pas dire qu'il est moins le fun pour autant. Je parle de New Super Mario Bros 2 sur, évidemment, Nintendo 3DS. La sortie de ce jeu-là a coïncidé directement avec la sortie de la console de la 3DS XL. Donc, pourquoi ne pas acheter ce jeu-là en même temps que la console si jamais vous faites un achat prochainement? Évidemment, dans ce titre-là, on parle encore d'un scénario super élaboré où Mario et Luigi vont gambader dans le ciel avec une feuille de tanuki, et puis qu'au même moment, les sbires de Bowser viennent enlever la princesse, encore une fois. Et ça, c'est de l'histoire. Oui, c'est ça. Puis ça va pas plus loin que ça. Donc, ça reprend exactement le même principe que les deux titres précédents de la série New, de vraiment la franchise New de Super Mario Bros. Donc, on parle de tout simplement une suite de niveaux qu'on doit franchir. Un peu aussi à la manière de Super Mario Bros 3 qui, on se cachera pas, est la grande inspiration de cette franchise-là. Donc, on a vraiment une carte où les niveaux sont situés. Il y a des niveaux qui sont cachés aussi, qu'on peut débloquer. On peut trouver des nouveaux niveaux aussi à quelques endroits. Donc, lorsque vous démarrez le jeu, il y a 6 mondes qui sont disponibles. Lorsque vous terminez le jeu, il y a un monde spécial. Et puis, il y a 2 mondes complets qui sont masqués, qui sont aussi à débloquer par des choses cachées. En tout, on parle de 80 niveaux, ce qui est quand même moi, je trouve que c'est un nombre de niveaux intéressant pour une console portable. J'ai comparé avec New Super Mario Bros, le premier qui était sur Nintendo DS, et il y a plus de niveaux sur 3DS dans le fond pour Mario Bros 2. Le jeu, par contre, est très facile. Si on fait la quête principale et qu'on s'arrête là, on n'aura pas nécessairement beaucoup de plaisir. Ça, c'est ce que j'appelle la difficulté progressive chez Nintendo. Donc, compléter un jeu maintenant chez Nintendo, un jeu de plateforme comme ça, c'est de facile à moyen en termes de difficulté. Donc, on a vraiment l'impression que tout le jeu complet est très facile. Et lorsqu'on veut poursuivre dans l'aventure et trouver les trucs supplémentaires, et là, je le dis bien parce que c'est très important, sans regarder les solutions sur Internet, ben là, à ce moment-là, on va chercher une difficulté un peu plus intéressante. C'est sûr que dans New Super Mario Bros 2, comme tout le concept tourne autour des pièces d'or, ben, on en a vraiment une flopée de pièces d'or à ramasser, ce qui fait que on peut se ramasser très, très rapidement avec 130, 150 ou même 200 vies. Mais le nombre de vies n'est pas un indicateur du tout de la difficulté du jeu. En fait, ce qui est un indicateur, c'est le nombre de fois que vous allez mourir ou que vous allez chercher à refaire un niveau pour essayer de trouver où est-ce que la dernière pièce d'or, la grande est cachée, comment est-ce que vous allez retrouver dans quel niveau qu'il faut être capable de débloquer le canon qui va vous mener à un des niveaux cachés. Les difficultés sont en plus là-dedans. Même lorsqu'on s'attarde à ça, ça devient pas un jeu qui est nécessairement très, très difficile. Mais le fait que le jeu est pas super difficile puis qu'on a le goût de lancer sa console au bout de la pièce, je pense pas que ce soit nécessairement un défaut non plus. Ça rend le jeu évidemment plus accessible et comme même s'il n'y a pas beaucoup de nouveautés par rapport au titre précédent, c'est pas une franchise qui vise ça du tout. C'est une franchise qui vise le plaisir rétro de reproduire. Il y en a un à tous les 3 ans. Moi, ça m'a satisfait. J'ai eu beaucoup de plaisir à ça. J'ai donné un 8 sur 10 à New Super Mario Bros 2. Ouais, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis comme par rapport au fait que comparativement au premier, moi, je terminais un niveau puis j'avais pas nécessairement tout le temps les 3 sous comparé au premier où est-ce que sans problème, dans une seule fois que j'essayais le niveau, j'avais les 3 sous. Mais c'est vrai que dans celui-là, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, comme tu dis, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il y a presque pas d'innovation, là, comme il n'y a pas de nouveaux pouvoirs. Ben, il y en a quelques-uns par rapport aux sous, mais c'est vraiment... En fait, c'est juste une feuille c'est comme l'équivalent d'une fleur, mais qui transforme tout en sous. Oui, il y a ça qui est une nouveauté. Il y a un casque d'or, un genre de bloc qui fait que Mario fait beaucoup plus de pièces. Il y a la fleur d'or aussi qui fait que Mario se transforme en or et que chacune des balles de feu qu'il lance va transformer tout en pièces, donc au niveau des blocs, au niveau des ennemis qui frappent. Sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de nouveautés, mais comme je dis, je pense pas que c'est une franchise qui vise la nouveauté. Je pense que c'est une franchise qui vise juste à reproduire le bon vieux plaisir 2D. Il y a quelques petites nouveautés ici et là.
un paquet de nouveaux niveaux à découvrir et de nouvelles pièces à chercher, mais sinon, c'est ça, là, tu sais, fait que c'est pas je pense pas que ce soit un jeu qui vise vraiment de changer toute la jouabilité ou donner de la nouvelle nouveauté. Pour ça, Nintendo, des jeux de Mario, ils vont en créer d'autres. Ils vont créer d'autres titres comme Mario Galaxy sur Wii, qui était très innovateur aussi, ou Mario Sunshine, des choses comme ça. C'est des jeux qui se sont bien renouvelés, ça, à ce moment-là. Mais la série New, cette franchise-là, je pense pas que ce soit son caractère principal d'être original. Et je pense que, à une certaine limite, ça va aller chercher un public qui cherche ça aussi, tout simplement. C'est ça, tu sais à quoi tu t'attends dans le fond quand tu achètes ce jeu-là. Exactement. Donc, c'était pas mal mes 3 critiques turbo. J'ai fait ça vite, hein? Ouais. Et c'est aussi ce qui conclut la balado légendaire pour cette semaine. Merci, messieurs, d'avoir participé. C'était super intéressant. Puis, c'est le fun aussi. C'est beaucoup plus plaisant que de le faire tout seul. Je vais faire un tour de table pour savoir où est-ce qu'on peut vous trouver sur les internets. Et je vais commencer avec Nicolas Verge. Je suis sur Twitter. C'est sûrement la façon la plus simple de me trouver. C'est @Nicolas Verge. C'est assez simple. Sinon, vous écoutez le podcast L'Erreur 400cast, qui est aussi sur Twitter à L'Erreur 400cast. Voilà. Très bon podcast aussi en passant. Je vous conseille Merci beaucoup. Je vous conseille vraiment fortement d'aller l'écouter. Vous avez 11 ou 12 épisodes jusqu'à maintenant? On a fait le dernier, c'était 10. Et là, 10. on va avoir de la misère à enregistrer les prochains parce que on retourne tous à l'école pour des sessions intensives. Ouais, mais quand même, c'est sûr, là, au moins, vous allez peut-être être en pause durant quelques semaines, mais c'est un podcast qui touche énormément de choses, donc en même temps, ça devient un peu intemporel, sauf au niveau des actualités, évidemment. Mais moi, j'adore l'énergie de votre podcast puis de la façon que vous le faites. Puis, c'est comme je dis souvent aux gens, parce que moi, il y a des gens qui aiment ce qu'on fait, mais qui n'aiment pas que ce soit par Skype. Mais j'ai dit, c'est sûr qu'on part avec un désavantage, là, évidemment, parce qu'on est à distance. Puis créer une chimie par Skype, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais la vôtre est très, très bien établie. C'est sûr, vous êtes face à face, mais c'est excellent. C'est vraiment bon. Donc, moi, je vous encourage à poursuivre là-dedans le plus possible. Non, merci beaucoup. Puis, c'est ça, si chaque auditeur, dans le fond, s'attardait à toutes les recommandations qu'on fait, que ce soit comme en musique, en cinéma ou en jeu vidéo. Très cher. Et ça coûte très cher. Il y en a pour des heures et des heures. Puis je suis tout le temps surpris parce que mes collègues apportent à la table à toutes les 2 semaines. Je découvre toutes sortes d'affaires puis c'est vraiment intéressant. Cool. Je te remercie, Nick. Je vais aller du côté de Mathieu. Mathieu, tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Oui. Si on veut te trouver sur Internet, toi aussi, c'est majoritairement sur Twitter. Ouais, moi, c'est surtout sur Twitter, c'est MATTH_April. Mm-hmm. Et aussi, il y a mon Gamerscore si vous voulez m'acheter sur Xbox Live. J'essaie d'avoir des amis sur Xbox. Donc, c'est Exalted Eyes. Oui, je l'ai inscrit aussi dans la page contact sur épélégendaire.com. Donc, vous allez sur épélégendaire.com/contact. Et puis, ça, c'est le formulaire, évidemment, pour nous contacter. Mais un petit peu plus bas, il y a le nom de tous les rédacteurs avec les liens vers Twitter et aussi ceux qui me l'ont demandé, les liens vers les réseaux de jeux vidéo, notamment Xbox, PSN et compagnie. Dernier collaborateur de ce soir, c'est Anthony. Oui, moi je suis pas souvent sur Xbox Live, mais par contre, vous pouvez me rejoindre toujours sur Twitter en commercial agravel15, c'est définitivement la façon la plus simple de me rejoindre. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un message aussi pour me rajouter sur Steam, parce que je suis surtout un gamer PC. Puis d'ailleurs, je voulais lancer l'invitation aussi. On s'est parti une guilde de Québécois sur Guild Wars 2. Alors, c'est sur le serveur Gate of Madness. Vous avez juste à m'envoyer un message. Mon nom dans le jeu, c'est Sparmoro, Sparmoro. Alors, vous m'envoyez un message. Tout le monde est la bienvenue. Tout le monde est vraiment très gentil. On est environ une dizaine déjà de Québécois qui jouent. Alors, vous êtes sûr d'y trouver votre compte avec nous autres. Anto, si tu veux aussi faire un article sur Épée Légendaire juste pour faire la promotion de votre guilde, là, je t'y invite. On va dire qu'on parraine ça. Parfait, excellent. Parfait. Gros merci. Merci beaucoup aux gens sur le chat d'avoir participé avec nous, de nous avoir envoyé vos commentaires, aussi vos suggestions et vos questions. Si vous voulez nous suivre, c'est facile. Vous allez sur le site, évidemment, de épélégendaire.com. On est aussi sur iTunes, donc faites simplement une petite recherche de la balado légendaire.
Et puis, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est aussi facile. C'est twitter.com/épée légendaire ou facebook.com/épée légendaire. On est aussi sur Google+, mais comme c'est une chaîne de caractères, ça de long, je serais pas capable de vous le dire rapidement comme ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'était Maxime Tremblay, l'animateur. Et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre balado légendaire. Au revoir. Merci, salut. Salut. Et voilà, ça fait que c'était ça. Yes. Fait que est-ce qu'on va vers la taverne ou... Non, ben là, je pense que Nick, il fallait qu'il y aille. Puis Matt aussi, hein? Ouais, moi aussi. OK. Non, je pense qu'on va laisser faire, mais on va regarder pour la semaine prochaine s'il y a de la disponibilité avec des autres. Cool. Parfait, je sais pas qu'est-ce que je vais avoir le temps de jouer, mais ça va faire plaisir. OK. Moi, ça va être Guild Wars 2 pour sûr. Là. Mais toi, tu regarderas pour une critique de Guild Wars 2. Je sais pas combien de temps tu veux mettre dans un MMO avant de faire une critique, mais c'est sûr. Non, je veux mettre plus que ça. Donc, merci beaucoup tout le monde sur le chat d'avoir été là avec nous autres ce soir. Vous donnez tout le temps une belle énergie, c'est intéressant. Puis là, on va couper ça parce que c'est l'heure d'aller faire des dodos. Je peux-tu juste lancer un truc avant qu'on s'en aille? Ben oui. J'en ai parlé un peu avec Anthony. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça prend pour enregistrer comme du gameplay du jeu sur PC. Mais je me disais, si on était capable de faire du vidéo, comme là, ce que j'ai vraiment en tête, c'est... mettons, c'est ça, je joue beaucoup à Tribes Ascend, puis je me disais, si je suis capable d'enregistrer, mettons, jouer avec Anthony, puis d'enregistrer ça, puis je pourrais comme expliquer comment le jeu fonctionne, parce que d'abord, c'est un jeu qui est assez complexe, là, dans le sens qu'il y a beaucoup de systèmes à expliquer, puis à comprendre. Si j'étais capable de mettre ça en vidéo puis de mettre ça sur le site, je trouverais ça vraiment cool. Ben, je pense que ça serait excellent. Moi, sérieusement, on a eu un échange de courriel là-dessus, puis peut-être qu'on s'était mal compris, parce qu'au début, je pensais que tu voulais qu'on fasse du streaming de console, mais si on trouve la solution pour PC, c'est vrai qu'on aurait quelque chose de très intéressant à présenter, puis je suis d'accord. J'ai pas trop de problème, moi. Je sais pas si t'as remarqué, là, mais j'ai hosté... j'ai streamé mes Guild Wars 2 comme ce week-end sans problème, puis ça enregistre sur Twitch TV. Puis moi, j'ai joué déjà à Tribes, j'ai pas joué récemment, là, mais je suis toujours ouvert des jeux pas chers aussi. Tu me parlais de... C'est quoi l'autre jeu que tu me parlais déjà? C'est Wings of Icarus Online. Ouais, ça va l'air quand même cool, c'est pas trop cher. Guns of Icarus Online, ça a l'air quand même vraiment cool, pas cher, puis ça pourrait être une bonne idée. Là. On checkera ça, mais tu sais, je sais pas comme c'est technique, là, mais tu sais, sur Justin TV, je sais pas si on serait capable d'avoir une conversation en même temps que tu streams. Ça se ferait? Ben, parce qu'on peut enregistrer ce que j'entends en même temps, puis ce que je dis. Ça peut enregistrer mon micro, puis aussi, moi je l'avais coupé, mais ça peut enregistrer les deux, fait qu'on pourrait faire ça aussi. Là. C'est vraiment pas compliqué. Là. C'est vraiment le fun, ça pourrait durer une demi-heure, puis on pourrait juste mettre ça sur YouTube ou quelque chose comme ça. Ouais, à ce moment-là, ça ouvre la porte pour beaucoup d'autres jeux aussi, comme pour Guild Wars aussi, ou une tonne de jeux. Arma 2, tu sais, pour des mais non, mais j'aimerais super ça. C'est comme si là, je l'ai pas acheté parce que je le trouve trop cher encore, Arma, mais si on était capable de justement, genre, de streamer quelque chose, puis toi, tu me montres Daisy, puis tu me montres comment ça fonctionne, puis moi, je peux être là pour te poser des questions, puis te relancer tout le temps. Fait que, en tout cas, on verra ça. Ah ouais, moi, je suis partant. Là. Parfait. Bon, excellent. Merci tout le monde. Je vais couper la diffusion maintenant. Donc, si vous n'entendez plus rien, ça va être normal.